Salut tout le monde, bienvenue au local. Encore une fois, cette semaine, on reçoit deux invités palpitants que je suis vraiment content d'avoir cette semaine. On reçoit le légendaire Sébastien Croteau de Necrotic Mutation qui est dans plusieurs projets, La Fabrique de Monstres, on va en parler. On va parler aussi de Day King, dans le fond le cœur de Growler, si vous avez suivi ça un peu, l'espèce de justement le cœur comme classique avec des chanteurs métal de Montréal. Si vous n'avez pas été voir, allez voir ça, c'est vraiment spécial. On reçoit avec lui justement le maestro et un peu le cerveau de tout ça, Pierre-Luc Sénécal, qui va nous en jaser plus profondément et tout. Fait que gros podcast ce soir, des invités vraiment intéressants, j'ai vraiment aimé le podcast, c'est vraiment cool. Encore une fois, allez voir nos chaînes Balado Québec, YouTube et SoundCloud. Allez vous abonner aux pages pour suivre au local. Puis sinon, c'est pas mal ça. Hein, Joe? Pas mal ça. Pas mal ça. On a eu bien du fun. Fait que j'espère que vous allez avoir du fun vous autres aussi. Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue au local. Comme je l'ai dit tantôt, je suis avec Pierre-Luc et Sébastien. J'ai pas besoin de vous présenter Sébastien, vous le connaissez déjà. Pierre-Luc, le créateur de Day King, le cœur de Growler, que Sébastien tu fais partie aussi. Pouvez-vous nous parler un peu du projet, les gars? J'ai vu la vidéo, justement Sébastien m'a envoyé la vidéo, là, j'ai trouvé ça assez capoté. Vraiment powerful. J'aurais aimé ça le vivre. En live, ça devait vraiment être plus prenant. Là. Ouais, je pense que c'est vraiment ça l'intérêt du projet, c'est de pouvoir voir 12, 15, voire 18 chanteurs de métal sur scène. Puis c'est différent d'un groupe de métal où dans le sens c'est pas juste du vocal ou du back vocal, c'est qu'on a vraiment créé une espèce de musique autour de ce concept-là, un cœur de Growlers. Leur projet, ça remonte à... L'idée pour le projet, ça remonte en 2016 où j'avais commencé une collaboration avec un poète qui s'appelle Fortney Anderson. Okay. C'est un gars qui fait qui est super connu sur la scène expérimentale, il fait du spoken word, il fait des performances, c'est un vrai poète. Là. Mm-hmm. Puis je lui étais arrivé avec une liste d'idées sur lesquelles je voulais collaborer avec, puis il était pas full intéressé sauf pour une, puis c'était un cœur de Growlers. L'idée, en tout cas je trouvais l'idée cool, mais c'était juste une espèce de fabulation, genre qu'est-ce que tu fais avec ça, un cœur de Growlers? Puis ça a pris 3 ans avant qu'on trouve le financement pour pouvoir faire ce projet-là. Il a fallu des rencontres successives avec des Growlers. Puis avant qu'on se rende compte, en mai, on était sur scène devant 200 personnes, puis on faisait une tonne de 20 minutes pour Cœur de Growlers. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est on a obtenu du financement. Pour ça. Comment t'as fait ça? Explique-nous ça. Ça, c'est intéressant. Comment j'ai fait? Ben là, je vais pas vous donner mes trucs. Mais parce que, tu sais, on s'entend quand j'ai entendu ça la première fois, un cœur de Growler, j'étais comme, oh ouais, tu sais, c'est possible de faire ça, comment, tu sais, je voyais pas trop comment le faire, mm-hmm. Tu sais, j'étais comme, ça peut pas être, tu sais, faut vraiment que ça soit comme tout le monde qui soit mis, tu sais, que ça soit comme, même pied d'égalité, genre? Ouais, mais tu sais, comme, tu sais, un peu ceux qui font du chant, mais qui font tous les instruments avec leur bouche. Ouais, genre pas des beatbox, mais genre des espèces d'hommes orchestres, mais genre... Ouais, mais pas, tu sais, ils sont plusieurs, il y en a un qui fait la ligne de basse, il y en a un qui fait, tu sais, j'étais comme, il faudrait que ça soit comme un arrangement dans ce style-là. Ben, moi, je viens du milieu de la musique électronique expérimentale, fait que moi, la notion d'instrument, je compose pas vraiment de la musique nécessairement avec des instruments, il n'y a pas nécessairement une guitare, une bass, un drum. Fait que moi, je suis vraiment arrivé avec ça, genre, ok, le chanteur, il peut juste produire du son, comment est-ce qu'on fait une tune où c'est juste du son, c'est juste des textures, puis comment est-ce que tu l'articules pour que ça soit genre une tune qui est tripante puis que tu as envie d'entendre. Si tu te parles en termes de vrais instruments, il y en a juste un dans la tune, puis c'est genre du taiko, c'est du drum, puis ça arrive pendant 2 minutes, 3 minutes. Mm-hmm. Fait que de cette façon-là, j'ai vraiment pu mettre tous les chanteurs sur le même pied d'égalité, si tu veux, puis sont juste... C'est vraiment comme un chœur. C'est comme un chœur de musique classique, mais au lieu de faire des notes, ben... Ils font des lows, puis des mids, puis du high, puis du chant tibétain, puis... C'est d'aller chercher aussi énormément, c'est de jouer avec les textures vocales, puis les habilités qu'on a au niveau de ce qu'on est capable de faire. Parce que dans la pièce,
sais, c'est pas juste du growl qu'on va faire. Justement, on va faire des effets sonores avec des respirations. On va vraiment explorer un éventail de sonorités qu'on est capable de faire avec notre voix, pas juste le growl. Puis c'est d'ailleurs, c'est une des choses que je trouve intéressant, c'est qu'on dépasse aussi le cadre du growl. Des chanteurs de métal qui font du chant de gorge, il n'y en a pas beaucoup sur la planète déjà en partant, mais crime, pendant la pièce, on en fait à peu près tout, ce qui est déjà quand même assez extraordinaire. Fait que les textures sonores, c'est un peu, moi je le vois un peu comme de la musique de film, en fait, des ambiances qui sont créées. Évidemment, là, il y a moi je l'ai vu comme une histoire un peu. Ouais. C'est une histoire. Puis je pense que c'est intéressant de dire rapidement c'est quoi l'histoire. Je te laisse Ouais, juste avant de dire ça, je fais une parenthèse. Moi, c'est pour ça que le nom du chœur, c'est le chœur de Growlers, puis ou le Growler Choir, c'est pas le chœur métal. Parce que pour moi, on fait pas du métal, on fait pas du death metal. Il y a pas. Tu sais, c'est possible qu'il y en ait à un moment, mais tu sais, il y a pas un drum à l'arrière du stage, puis de la grosse guitare avec la tête de 51-50 de PV. C'est vraiment. C'est vraiment un chœur de Growler, puis on fait de la musique qui dépasse les frontières du death metal. Par rapport à ce que tu dis sur l'histoire, moi, c'est ça que j'aimais avec Fortner. Je dis, écoute, Fortner, écris ce que tu veux. Fortner, c'est-tu le monsieur qui est avec vous? C'est ça. Fait que Fortner, c'est le poète qui a écrit le texte. C'est lui qui avait trouvé un titre initial qui s'appelait King for a Day. Mais King for a Day, c'est aussi le nom d'une tune pop. Fait que j'ai dit, c'est un petit peu lame comme titre King for a Day. Fait que The Day King, genre, ça sonne mieux, ça sonne plus powerful. Puis, il a écrit une histoire qui, en tout cas, ça prend le mythe de... c'est un mythe qui a été écrit par Échille. Fait que c'est un mythe de... Ça vient de la mythologie grecque. C'est sur la chute de Troie. C'est l'histoire, justement, d'une vigie qui doit protéger une cité, genre métaphorique, si tu veux. Puis à un moment donné, il voit au loin un bûcher allumé, puis pour lui, c'est le signe qu'il y a un danger qui arrive, une catastrophe qui va venir détruire la ville. Puis lui, il décide de juste laisser la ville, genre, être détruite par le cataclysme. Puis c'est ça l'histoire qu'il raconte. Puis nous, on trouvait ça vraiment cool comme texte, parce que les Growlers, ils disent ce texte-là, en plus de toutes les textures qu'ils font. Fait qu'on s'est dit, Fortner, genre, sois avec nous sur scène pour le show, c'est toi qui vas dire le texte, puis il y a une espèce d'effet de cœur, en fait, où t'as la personne qui dit le texte, t'as Fortner qui dit le texte, puis t'as le cœur qui répond, souvent avec les mêmes paroles, mais en growl. Il y a un bout aussi que c'est un peu comme en canon, avec tout le monde, là, ça devient, là... j'ai trouvé ça vraiment... apocalyptique. Ouais, ça devient quasiment épeurant, là, c'était comme... Oh, tu sens comme... Ce qui est intéressant aussi, c'est le dilemme, c'est-à-dire le gars, sa job, c'est d'allumer le feu pour avertir le village qu'il y a un danger qui arrive, Puis lui, il se pose des questions sur... Hey, moi, là, je mange rien, j'ai pas d'eau, j'ai fuck all. Ça fait 20 ans que j'attends que le désastre arrive pour avertir le monde. Puis les gens se foutent de moi. Ils se foutent de moi. Okay. Ils vivent grassement. Fait que moi, est-ce que je devrais les aider du monde qui me laisse là manger des racines, puis rien, puis crever de faim, puis boire de la soupe de neige. Non, mais c'est ça. Fait que c'est dark. L'espèce de dilemme, c'est grim, parce que finalement, tu te rends compte que le gars, il l'allume pas le feu. Le monde, ils vont tous crever. T'sais, finalement, c'est métal en tabac. mais c'est ça qui est cool. Moi, je me souviens quand Fortner, il y a genre 65 ans, puis c'est un monsieur, là, puis il parle avec une petite voix, bien tranquille. Mais quand il est arrivé parmi le cœur, c'est genre, il était l'un des nôtres, là, puis à certains égards, il était tout aussi métal que le plus métal d'entre nous, par son intensité. Genre, il occupait le stage. Oui, absolument. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est quand avant le spectacle, on était en arrière-scène, puis il disait « This is the loudest backstage I've ever seen ». Parce qu'on était tous en train de se réchauffer, puis je veux dire, 18 chanteurs de métal qui se réchauffent, c'est pas comme, on fait pas juste « Ah, ah, oh ». Tu sais, je veux dire, c'est « Bah ». Fait que je trouvais ça intéressant que lui aussi, tu sais, soit ouvert à cette expérience-là, puis trouve ça comme... vraiment intéressant, t'sais, c'est pas juste comme bof, c'est des métalleux, c'est n'importe quoi. Non, lui vient d'un univers complètement différent, puis il a embrassé notre univers, puis il a rentré dedans, puis il l'a fait sien, puis il s'est intégré comme ça. Puis c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire là-dedans, parce que souvent pour les gens, les voix métal, même le métal ou les voix métal, c'est facilement mis de côté
pour, disons, des gens qui font partie de ce qu'on pourrait appeler l'élite culturelle, de la musique classique, la poésie, la style, ça, bref, un paquet de trucs. Mais là, puis tu sais, des fois, on a l'impression qu'il y a un peu de snobisme envers le métal, alors que c'est immensément complexe ce qu'on fait en termes musicaux. Mais cette personne-là est arrivée, puis on sentait pas ça du tout. Ouais. Pas de condescendance. Pas de condescendance, pas de regard de bof, c'est des métalleux. C'est un projet vraiment pété là, pour lui, qui voyait ça super artistique. Je pense que pour tout le monde, c'est un projet pété. Même pour moi. Même pour lui, même pour. T'sais, comment t'as été approché, embarqué là-dedans? En fait, je m'en rappelle plus. Pas, je pense. Non, c'est ça. On se connaissait pas. Je me rappelle plus comment mais moi, aussitôt que j'ai entendu parler de ça, moi, je venais de faire la pièce de théâtre Jandy. OK? J'ai fait une trame, un band avec Étienne Gallo, Forest, Mathieu Bérubé. Puis on nous avait demandé, en fait, de faire de la musique pour une pièce de théâtre. On a fait ça au théâtre, Centre du théâtre d'aujourd'hui. On a fait 20 représentations devant 5000 personnes. T'sais, moi, c'était un projet qui sortait complètement des normes dans lesquelles généralement on présente du métal, puis moi c'est ce qui m'intéressait. Moi j'ai toujours aimé ça, sortir des sentiers battus. Je veux dire, même à l'époque avec Nécrotique des années 90, on avait fait une chanson avec Julie Schneider pour son émission, puis on avait fait Je ne suis qu'une chanson de Ginette Renault en version métal. On a un des premiers bands death metal à faire une toune de Noël pour Noël dans la rue. On faisait des spectacles dans le cadre du Polywog avec d'autres bandes qui n'étaient pas métal du tout. J'aimais ça comme sortir de ma zone de confort constamment. Puis moi, personnellement, j'ai été 5 ans dans la Ligue d'improvisation musicale de Montréal. Je suis obligé de chanter du country, du rap et des affaires. Fait que j'ai toujours aimé ça, me sortir de mes zones de confort et d'essayer de pousser plus loin, en fait, le métal, que ça soit pas juste confiné aux métalleux, pour les métalleux, par les métalleux. Je trouve ça le fun que ça aille plus loin que ça. Puis, je veux dire, la pièce de théâtre, pour moi, c'est un excellent exemple. Il y avait 99,9% des gens qui connaissaient pas le métal. Puis la très grande majorité des commentaires, parce que ces gens-là n'avaient jamais vu un groupe métal performer devant eux autres. Puis pour eux autres, ben du monde pensait que c'était du bruit, c'était n'importe quoi, mais à voir ça live, il était comme, mon Dieu, c'est donc bien complexe, il y a donc bien de... Puis de la façon que ça avait été adapté à la pièce, les gens trouvaient ça vraiment comme, wow, tu sais, c'est venu briser un paquet de préjugés que ces gens-là avaient avant le métal, puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Fait que le projet, quand Pierre-Luc m'a approché avec parce ça... Parce que dans le fond, c'est ça, la pièce n'était pas présentée dans un cadre métal ou rien. Zéro. C'était pas ça du tout. C'était clair qu'il l'annonçait. Si on regarde les bandes annonces qu'ils ont faites, je veux dire, c'est clair qu'il y avait du death metal. Tu ne peux pas passer à côté du fait qu'il y avait ça. Sauf que c'était pas... Nous, on faisait peut-être 20 minutes de musique dans toute la pièce qui durait 1 heure et quelques. On faisait des interventions ponctuelles, ciblées, pour venir soutenir des moments dans la pièce. C'est ce qui faisait aussi ce qui était intéressant. C'était pas comme on était là tout le long, puis non. C'était vraiment ponctuel. Puis quand Pierre-Luc m'a approché pour le projet, moi dans ma tête, tout de suite, ça a été oui. Là, j'ai pas hésité. Moi, c'était quelque chose qui m'avait déjà passé en tête là, longtemps. C'est ça qui est drôle. J'avais déjà comme, avoir plusieurs chanteurs ensemble. Puis finalement, c'est le genre de truc qui est toujours comme dans le back burner, là, en arrière dans ta tête, là, mais que finalement, tu es tellement occupé. J'ai plein de trucs à faire avec les voix de monstres et tout ça. Je suis comme, à un moment donné, tu dis, bof, c'est ça, à un moment donné, ça va se faire, puis ça sera pas ici. T'sais. Fait que quand Pierre-Luc est arrivé, j'ai comme, wow! Tout de suite, ça a été comme un oui retentissant. Puis on était chanceux parce qu'au départ, il n'y a pas fait d'audition. C'était comme premier arrivé, premier servi. Dans le sens que tu répondais, puis c'était comme... OK, let's go, on te prend. Fait que j'étais vraiment content comme d'arriver, puis comme d'être dans les quand même quelques premiers à répondre, parce qu'il y avait déjà contacté je doute pas que tu aurais fait ta place de toute façon. Là. Sûrement, mais quand même, je trouvais ça. Fait que non, pour moi, le projet d'emblée, j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire. Moi non plus. J'avais aucune idée de lui, de ses capacités de compositeur, d'arrangeur, d'orchestrateur, de whatever. Puis, mais le projet, j'ai fait comme wow. Puis après ça, quand j'ai vu toutes les autres personnes qui étaient prises dans le projet, j'ai fait wow. Puis après ça, quand il a commencé à nous arriver avec ses idées, les bouts de pièces, c'est là que j'ai fait comme...
T'sais, parce que là, je vais y lancer une fleur. T'sais, pour moi, cette pièce-là, ça relève du génie dans le sens que c'est tellement un travail avec une matière avec laquelle on a si peu travaillé de cette façon-là que c'est totalement et absolument original. Et pour moi, le défi est double dans le sens que il y a quelque chose qu'on n'a aucune référence. T'sais, si je te dis, hey, là maintenant, t'en as une référence. Si je te parle de c'est quoi un chœur de chanteur. Ouais. Mais avant, les gens en ont aucune. Il n'y a aucune référence au niveau culturel de c'est quoi ça peut être un chœur de growler. Fait c'est ça que je me demandais, tu sais, y a-tu des sopranos, des altos, comment ça marche à ce niveau-là? Ben, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des registres. Il y a du monde qui font des super bons lows ou des super bons low mid. Puis t'en as d'autres, tu sais, par exemple en black metal, c'est surtout connu pour ses highs. Ouais. Par exemple, tu sais, dans le Brutal Death, là, c'est plus facile de trouver du monde qui font du guttural. Fait qu'on a peu à peu créé une espèce de genre classification, si tu veux, puis on avait des groupes, fait que soprano, alto, ténor, puis basse. Puis en tout cas, là, on va bientôt créer du nouveau matériau, fait qu'on est en train de refondre ça, puis de créer des nouvelles classifications. Mais oui, il y a... Malade mental, très malade. Crissement malade. Ouais, parce que c'est pas fini là pour. Ah non, c'est nous on commence là. On commence. Tu sais, j'en ai pas encore parlé, mais mon idée c'était de. Nous avant on avait les. Tu sais, chaque. Moi j'appelais ça des clans, si tu veux, chaque clan genre son symbole distinctif. Fait que si par exemple je regarde l'ensemble puis je mets la paume de même, c'est-à-dire que je veux que tout le monde fasse des lows. Si je fais ça comme ça, il faut un mid, puis si je fais ça comme ça, il faut un high. Fait que je sens, bon, ça c'est comme des guts, ça c'est des claws, puis ça c'est des tooth. Genre des fangs. Fait que là c'est genre. Tu sais, en tout cas, ça crée une espèce de lexique qui est un petit peu plus métal, je pense, que alto, ténor. Tu sais, en plus, c'est ça, c'est que. Puis le défi aussi était de comment adapter son travail, c'est-à-dire de créer des partitions pour des gens comme nous autres qui lisent pas. Tu sais, on n'est pas tous des. Moi, oui, là, on lit pas toutes les notes. Puis la question, c'était est-ce qu'il y allait avoir des do, des ré, des si, des fa, des sol? Moi, je me souviens, l'un de nos premiers ateliers, il disait, il expliquait le chant dysphonique, puis il disait, bon, ben là, quand vous faites ça, ou vous faites du chant sur les fausses cordes vocales, vous amplifiez l'octave en dessous, genre la quinte en dessous. Puis il y a une personne qui a dit, excuse, je comprends rien, là. La seconde où tu as dit, genre, tu t'es mis à parler de quinte, là, je comprenais rien. Fait que moi, c'était mon défi en tant que compositeur de trouver une façon de parler aux choristes. Surtout que moi, j'ai fait genre 8 ans d'études musicales à l'université, fait que j'étais habitué de travailler avec du monde qui savent c'est quoi une partition, qui savent à quoi ça ressemble une portée. Fait que là, j'ai dit, ok, bon, on scrape tout ça. Puis l'objectif, c'est de créer une part qui peut être lue par un enfant de 8 ans. Fait que... Genre nous autres! Pas vous autres, mais au moins Phil Langelier. Je vais y envoyer ce segment-là. Juste ce segment-là. Fais un gif avec une boucle, là, puis c'est voilà, Phil Langelier. En tout cas, fait que ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle une partition graphique. Il y a vraiment, il y a des franges de la musique expérimentale qui utilisent ça. C'est des dessins, essentiellement. Fait que j'avais dit, bon, ben, à minute 00, minute 010, il y a tel événement qui arrive. Puis là, t'as un bloc rouge, puis c'est un low. Puis là, un moment donné, t'as les sopranos qui font un high. Puis ça se développe de même sur 20-25 pages. Puis les gens ont compris, là. Les gens s'en sont sortis. C'est ça, quand je parlais tantôt du défi, c'était ça, de trouver des façons d'adapter, lui, son milieu, de la façon qu'il travaille habituellement à vous autres. À nous. Comment on travaille, nos capacités vocales, qu'est-ce qu'on est capable de créer avec ça. Puis, tu sais, même par exemple, avec un des growlers, Pascal, lui, il nous a aidé à travailler énormément la prononciation. Parce que des fois, c'est pas toujours quelque chose sur lequel on travaille nécessairement, dans le sens que... Surtout dans le death metal. Surtout dans le death metal. C'est tough, ça se fait. Moi, je veux dire, me suis toujours fait un point d'honneur pour essayer d'être le plus clair possible tout en gardant de la distorsion, mais c'est pas tout le monde qui a cet objectif-là comme chanteur, puis c'est correct. Mais dans la mesure où on a un texte à livrer, puis c'est un texte qui est écrit par un poète, puis que l'aspect central aussi, c'est pas juste les voix, mais c'est aussi le texte. C'est important d'arriver à être capable de prononcer, puis d'arriver à ce que les mots soient bien sentis, puis bien placés, puis bien prononcés. Fait que Pascal nous a donné un coup de main, justement à s'assurer que les puis tout ça, un paquet d'autres trucs étaient
étaient là, puis qu'on pouvait les entendre. Puis ça, Surtout que le texte, il torche, là. Ouais, le texte est ça, tellement hot, ouais. c'est genre, ça serait dommage de perdre ça. Puis ça, c'est pas toujours quelque chose sur lequel on travaille, les chanteurs métal. Fait qu'on avait aussi ce défi-là, en plus de comprendre comment est-ce qu'on les partitions, où est-ce qu'on s'en va, la pièce, puis après ça, de s'assurer qu'on travaillait vraiment comme il faut, la prononciation. C'est comme, moi, quand j'ai fait la pièce de théâtre, c'est un texte. Ce qui est mis de l'avant, c'était pas la musique, c'est le texte de l'auteur. Fait que c'est pour ça que c'était d'autant plus important que ce que je dise, on l'entend. Ben ouais. Puis non seulement ça, ce qu'ils ont fait pour s'assurer de ça, c'est qu'ils mettaient les bouts de texte que je lisais. C'était comme des sous-titres pour à l'opéra, là? pour pas métalleux. Ouais. Ils font T'sais, ça à l'opéra. Où il y avait. Ils montrent les textes Exactement. dans Où il y ta avait tête. les paroles derrière qui arrivaient en même temps que je faisais les trucs. Généralement, les gens me disaient qu'ils comprenaient. Mais il y avait quand même ce deuxième niveau-là pour s'assurer que c'était vraiment clair, que okay, c'est vraiment ça qu'il dit. Fait que c'est pour ça que quand tu as un texte comme ça qui est travaillé, où c'est pas juste des ambiances sonores, faut vraiment que tu t'assures qu'on l'entende puis qu'on le respecte le plus possible. Puis ça, c'est ça. Ça fait que ça a été un autre défi aussi Bref, on a eu un paquet de défis. Moi, je vais revenir en affaire. Il l'a dit, il n'a pas répondu à la question, mais t'en connais-tu, toi, des projets en musique métal qui ont déjà été financés par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec? Je connais pas beaucoup. C'est à vous de me dire, moi je sais pas. Ben, mon ancien groupe, on a été financé pour faire notre album, un clip et tout, là. Par Jeunes Volontaires. Jeunes Volontaires, c'est ça. Bon, Jeunes Volontaires, ça, c'est une chose. Mettons parce que ça, c'est au niveau de l'employabilité, généralement, qu'on touche. OK, bon, c'est ça. Là, je te parle au niveau des conseils des arts. OK? Ah, là, non, mais c'est ça. Mais moi, je vais te répondre. Il y en a pas. Il y en a pas. Anonymous avec... Conseil des arts. Peut-être dans le temps de l'Académie du massage. Non, ben, peut-être par la SODEC parce que c'est mon oncle Serge. Mon oncle Serge, c'est ça. Mais comme tel, là, puis ça, j'y avais dit, pour moi, c'est une des choses que je trouvais extraordinaire. C'est que le fait que, puis ça, je dis ça, puis c'est pas péjoratif, que ce soit un académicien qui arrive puis qui dépose un projet, puis qui vient du milieu de la musique expérimentale, etc., il y a une approche académique sur son travail. Ce que les musiciens métal n'ont pas généralement. Je veux dire, on n'étudie pas comme 10 ans en musique métal. Non, c'est à l'école, c'est pas comme une discipline. Non. Il y a des trucs qui sont enseignés. Fait que son background, le milieu d'où il vient, lui a permis, en fait, d'aller chercher ce financement-là parce que quelqu'un qui aurait mon background et qui aurait demandé le même financement ne l'aurait pas eu. Même si j'ai 20 quelques années d'expérience, les autres disent « non, t'as pas étudié là-dedans, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas... » Fait que son background a permis de faire ça, puis ce qui est quand même extraordinaire, parce que le spectacle qu'on a donné, c'était dans le cadre d'un événement de musique actuelle. C'était pas dans le cadre d'un événement métal, c'est un événement musique actuelle, puis il y avait des métalleux dans la salle, mais il y en avait un paquet qui était zéro métal. Et ces gens-là ont adoré ça. On a eu un standing ovation comme toute la salle. Fait que dans le fond, non seulement il était capable de faire financer un projet avec un élément métal. Ça doit être compliqué, j'imagine aussi. C'est toujours compliqué. Ça a pris 4-5 shots. Ouais. C'est ça. J'ai fait une première demande qui a été refusée. J'en ai fait une deuxième. Finalement, la première a été prise, mais je pense qu'entre-temps, j'en ai fait une quatrième, puis après, j'en ai fait une cinquième. Puis il y en a 2 qui ont fonctionné, puis même après ça, il a fallu faire une campagne de financement pour trouver des fonds additionnels, parce que ça c'est ma grosse fierté du projet. On peut me demander c'est quoi ma fierté du projet. C'est pas d'avoir fait une toune de 20 minutes, c'est pas d'avoir fait genre un quart de Growlers, c'est que j'ai eu 30 collaborateurs, puis tout le monde a été payé. Ouais. Puis ça, là, c'est vraiment une de mes valeurs cardinales parce que dans le milieu de la musique puis dans le milieu culturel, on est habitué à travailler pour rien. On est habitué à vendre notre talent puis à rien demander en retour. Puis, en tout cas, moi, c'est presque une position militante, là, rendue là. C'est genre, si tu travailles avec moi,
je m'arrange pour que tu sois payé. Non, mais c'est ça. Puis c'est une autre affaire. Je veux dire, combien de fois qu'on est. Tu le sais, là, combien de fois qu'on est payé pour des projets. Je veux dire, généralement, on paye, on a des dépenses, on a un local, on a ci, on a ça. Je veux dire, c'est pas qu'on en donne plus qu'on en reçoit. Ouais. Puis l'argent qu'on fait, généralement, on la garde pour quoi? Le prochain album, faire des chandails, faire des collants, faire. Ben, c'est ça. Fait que là, on retrouve un projet où, en plus de tout ça, on reçoit un peu de sous. Pour ça, c'est comme la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, on a été payé plusieurs milliers de dollars chaque musicien pour faire ça. Pour moi, c'était comme... Il y a quelque chose qui compute pas. J'ai fait plus d'argent pendant la pièce de théâtre que probablement pendant l'ensemble de ma carrière métal. Personnellement, de 25 ans. C'est vraiment... mais c'est ce que je trouve qui est le fun de ce genre de collaboration-là, c'est que ça nous amène vers d'autres avenues. Ça nous sort des sentiers battus et ça donne ce genre de possibilités-là aussi. Parce que souvent, il y a toujours du monde qui vient dire « Ah, mais aussitôt que tu sors le métal dans des contextes plus commerciaux, tout d'un coup, le métal perd son âme, tout d'un coup, là, faut pas que ça sorte de l'underground. Non. Si ça sort de l'underground, là, c'est sacrilège, parce que là, mon Dieu, comme, là... Justement, en parlant de ça, comment t'as trouvé ça, Voivode, à la disque? Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, puis je vais te dire pourquoi, parce que v'là un an, j'ai écrit une lettre à la directrice générale pour président de la disque en leur disant « Hey, ça fait 40 ans qu'au Grammy, on a une catégorie métal, au Juno, il y a une catégorie métal, il y a plein de galas dans le monde qui ont des catégories métal. Ça fait 38 ans au Québec qu'on a du métal, qu'est-ce que vous attendez pour qu'on ait une catégorie métal? » Puis ça a suscité un débat intéressant où il y a vraiment un paquet de préjugés, je trouve, par rapport à l'industrie qui est sorti, parce que moi, j'ai quand même travaillé pour l'industrie, la Guilde des musiciens du Québec, avec l'UDA, avec la SODRAC, les sociétés de gestion en droit d'auteur. Je donnais des formations sur les associations professionnelles. Puis, tu sais, il y a toujours un préjugé comme quoi que cette industrie-là, c'est toute une gang de crosseurs. Toute la gang. Tu sais, c'est comme un bloc de crosseurs. T'sais. Mais, tu sais, je veux dire, je regarde dans le milieu métal, moi, j'en ai connu du monde tout croche, là. Ben oui. Autant que dans ce milieu-là, il y a du monde tout croche, mais il y a du monde qui fonctionne droite en s'il vous plaît, puis qui sont vraiment corrects, tu sais. Fait que ça, je trouve ça comme un drôle de préjugé. T'sais, autant nous, on est victimes, les métalleux, de préjugés, autant j'étais comme, waouh, ils vont vraiment porter un jugement sur cette industrie-là, comme quoi que c'est toute une gang de croches. Puis d'autres disaient, justement, il faut que le métal reste underground. Mais je trouvais ça drôle parce qu'aujourd'hui, les bandes métal sont sur YouTube, sont sur Spotify, fait qu'ils utilisent à peu près les mêmes moyens que les grosses compagnies, sans nécessairement tout le financement puis toute la pub, mais on a des outils de promotion aujourd'hui que la grosse industrie utilise. Mais on veut rester underground, mais on se met pareil sur YouTube, puis on se met pareil sur Spotify, puis on se met pareil sur Facebook, puis on se met pareil partout. T'sais. Fait que l'aspect underground, c'est plus comme avant, c'est plus dans le temps où c'est qu'on s'échangeait des cassettes puis ça prenait 6 semaines avant de la recevoir. Ça c'est l'époque de ce que c'était qu'underground. Mais là, c'est plus ça. Ça a complètement changé. Les bands, aujourd'hui, ont les moyens d'enregistrer des albums. Puis dans le temps, on n'avait pas ces moyens-là. T'sais, aujourd'hui, pour 3000$, on va avoir quelque chose de quand même cool. Ben ouais. À l'époque, c'était comme, my God, fallait que tu trouves un studio, c'était tellement compliqué. Fait que quand tu arrivais à faire un album, c'était tellement compliqué que là, c'était comme, wow, là, t'avais quelque chose de précieux. Ben à cette heure, tout le monde peut le faire. T'sais. Tu peux le faire chez vous. Non, mais c'est ça. Mais c'est correct. Mais sauf que l'espèce de conception nostalgique de ce que c'était que l'underground, ça s'applique plus aujourd'hui, tu sais. Puis là, t'as du monde qui disait « Ouais, mais là, la disque, c'est fait pour les matantes. Puis le métal, c'est fait pour choquer. » J'ai dit « Ouais, mais quelle meilleure place que la disque pour choquer le monde? » Pour choquer les matantes. Si tu juges que le métal, ça choque le monde, là, tu les choquer les matantes ou tu veux juste jouer devant du monde qui vont faire « Yeah! » On dit ça, mais tu sais, ça a été pareil pour le rap aussi. Ouais. Ça a été long avant que le rap soit admis. Là, tu sais, cette année, c'est un rapper qui a gagné, je pense, la personnalité masculine de l'année, là, ou je sais pas trop. L'album. J'ai pas écouté la disque, là, mais en tout cas, j'ai juste écouté le segment qu'on a vu Voivode, là. Puis j'ai trouvé ça cool qu'un band comme Voivode soit à la disque. Puis je pense que c'est franchement mérité, là, aussi. C'est absolument mérité. Puis, comme je dis, il y a une catégorie de musique pour enfants, là. Il y a une catégorie de musique de chambre, musique de ci, musique... Tu sais, puis veut pas, on a bien beau dire, nous autres, on fait pas partie de ça. Chris, on fait de la musique. Puis au même titre que n'importe quelle musique qu'il y a au Québec,
Moi, je me dis, s'il y a une catégorie de musique pour enfants, puis de musique de film, puis de musique de zoin-zoin, pourquoi pas il y aurait une catégorie punk metal? Mais comme c'est quoi? On a au Grammy, ça fait quasiment 40 ans qu'ils ont ça. Les Junos, Beyond Creation. Non, mais puis Voivode. Ouais. Mais là, tu sais, quand c'est ailleurs, là, c'est extraordinaire. Là, ils gagnent un prix, on les félicite. Mais quand c'est titre pour on demande une catégorie métal, c'est comme non, faut que ça reste underground. Faut que sinon, ça va devenir. On va faire de l'âme du métal. Non, mais ça me fait rire. C'est comme moi, quand j'ai passé à Julie Schneider, puis qu'on a eu 2 millions d'écoutes, puis qu'on a joué la chanson de Ginette Renault en version métal. On a-tu commencé à jouer du country ou faire de la musique populaire? T'as juste fait un stunt, puis ça a marché. Puis ça a marché. Ben ouais. Je veux dire, comme si, obligatoirement, quand on fait quelque chose qui sort un peu des sentiers battus ou qui touche un peu à ce milieu-là, là, tout d'un coup, mon Dieu, on vend notre âme au diable. T'sais. Moi, j'en reviens pas quand je lis des commentaires, puis j'en lis d'autres cette semaine, parce qu'il y a un gars sur un groupe Facebook que je me rappelle plus, je pense que c'est Gang de Métalleux du Québec ou un autre, qui avait dit ouais, pourquoi il n'y a pas de catégorie métal? Puis là, il y en avait un paquet qui disait ouais, la disque, la merde, tu sais, t'as zéro argument là, quand quelqu'un a rendu à dire ça. Tu sais, c'est bien beau, mais si tu considères que le métal, c'est de la musique comme un autre style de musique, t'as un gala. Mais t'as toutes les catégories de musique, sauf musique métal, musique punk. Mais t'as tout le reste, tu sais. Pourquoi? Parce que t'as du monde qui tienne absolument à ce que ça reste underground. Mais comme je dis, c'est quoi être underground aujourd'hui? C'est vraiment intéressant parce qu'en musique contemporaine, c'est exactement le même débat où t'as toutes les gens en tout cas toutes les gens, t'as énormément de monde qui sort de l'université avec un bac, une maîtrise, un doctorat en composition et qui veulent rester underground, qui veulent pas putasser littéralement, là, c'est ça qu'ils disent, putasser. Et moi, c'est ça que j'avais expliqué justement quand j'ai demandé mon financement, c'est genre entre le monde de la musique contemporaine puis le monde du métal, il y a tellement de points communs. T'sais, les deux, on est fascinés pour ce qui est genre culturellement considéré comme une beauté monstrueuse. T'sais. Si tu demandes à une matante qu'est-ce qu'elle pense de la musique métal, elle va dire ben, c'est laid, puis ce qu'elle pense de la musique contemporaine. Ouais, c'est ça. Puis moi, dans les deux cas, c'est beau. Là. À part quand j'ai entendu du Behemoth pour la première fois, il n'y a pas un moment dans ma vie où j'ai repensé à du métal et je me suis dit, hey, c'est laid. Pour moi, là, le death metal puis le métal, c'est l'une des plus belles choses au monde. Puis je trouve ça vraiment dommage quand il y a des mentalités, justement, qui sont très cloisonnées, puis qui veulent préserver ça jalousement, puis tu te dis, man, genre, trouve les opportunités pour les mettre Finlande, il y a des messes métal. Je veux dire... Mais là, c'est épouvantable parce que là, tout d'un coup, c'est d'une messe, puis là, que ces gens-là vont commencer parce que c'est présenté dans un autre contexte. Ouais. Je veux dire, moi c'est ça qui me fascine, l'espèce de cloisonnement des fois qu'on peut avoir, de se dire, non, si ça va dans ce milieu-là, ça devient impur. Je comprends pas comment tu peux passer de faire du métal pur à vendre ton âme au diable et à faire du métal impur. Je sais pas c'est quoi, moi, du métal impur. Parce que, à la base, on est des créateurs et on fait ce qu'on veut. Si, moi, ça me tente demain matin de changer des affaires dans Necrotic Mutation puis les musiciens sont d'accord puis d'un coup, on commence à avoir un vocal clean puis là, c'est notre style d'affaires. Tu sais, il y a pas... Puis après ça, le monde ont bien beau dire ce qu'ils veulent, là. Je veux dire, c'est notre prérogative en tant qu'artiste de faire ce qu'on veut faire. Puis indépendamment de ce que les gens pensent, qui aiment ou qui n'aiment pas, si on veut changer des choses dans ce qu'on fait, c'est pas nécessairement parce qu'on veut être plus commercial, qu'on veut pogner plus. Des fois, c'est tout simplement par souci créatif, parce qu'on va aller vers autre chose, parce qu'on a fait quelque chose depuis très longtemps, puis on aimerait ça comme aller vers d'autres horizons. Ben, tu matures aussi, tu écoutes des nouvelles choses qui te donnent des nouvelles influences que tu as le goût de mettre à ta musique aussi. Moi, à un moment donné, j'étais comme, je me trouvais assez bon en chanteur de death metal, puis là, j'étais comme, je plafonne, faut que j'essaye d'autres choses. Puis c'est là que j'ai commencé à faire du chant de gold, faire du chant inuit, à faire du chant tibétain, puis aller dans la ligue d'improvisation musicale, à chanter du country. J'ai même fait un rap battle contre Shafik dans la ligue d'impro, puis j'ai gagné. J'ai gagné contre Shafik! J'en revenais même pas. Lui-même, la face qu'il avait faite sur le stage quand j'ai commencé à rapper, même moi, j'étais comme wow. Mais justement, c'est ça. Sortir de ses zones de confort, sortir de l'espèce de chapelle d'idées, faut... Moi, c'est toujours ça que j'ai aimé, pousser un peu plus loin ce qu'on fait sans... Tu sais, je veux dire, t'écoutes la chorale, là, tu sens-tu que tout d'un coup, les voix métal sont devenues commerciales parce que ça touche à la musique, à la musique contemporaine, ça a été perverti de façon épouvantable? J'ai même
on dirait que en l'écoutant, j'ai vu que ça avait tellement une noirceur, là, que c'était tellement dark. Là. Ah, écoute, moi je me dis, là, puis c'est ce que je dis aux gens, là, si tu veux savoir comment ça sonne l'enfer 2 minutes, là, mets ça, puis écoutez ça. Oh, ouais, Moi, clairement. c'était tellement drôle parce ça dans que le volume. Clairement. je suis en train de composer la tune, je suis genre, hey, c'est dark en liste. Tu sais, genre, je savais que ça allait être dark, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dark que Ouais. ça. Puis genre, ouais, Ah, c'est méchant. je là. peux pas aller plus dark que ça, je pense. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça intéressant parce que dès que tu as des gens qui font du métal, qui sortent un petit peu des sentiers battus, c'est surprenant à quel point ils trouvent des avenues commerciales, justement. Tu sais, je pense, tu sais, toi avec la fabrique à monstres, là, Ouais. tu putasses pas. Ouais, Tu c'est as ça. trouvé, Ouais. trouvé un super bon potentiel. Tu sais, je pense Non, à- je suis vendu! Mais c'est ça que. Je fais de l'argent! Tyler Bates, c'est l'ancien guitariste de Marilyn Manson, tu sais, puis sa musique, là, c'est super métal, c'est super industriel, il fait des fortunes, mais il est resté, tu sais, il est resté cohérent, il a juste trouvé le contexte où il pouvait faire de l'argent avec du métal. Justement, avec la fabrique de monstres, ça a dû comme. Tu étais déjà habitué à faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais. Fait que ça a dû t'aider aussi pour. Mais ça, ça, pour moi, tu sais, je veux dire, tu sais, ça fait depuis 2005 que je fais ça, mais j'ai commencé, tu sais, c'était vraiment très lent. J'ai fait un contrôle, le premier qui était Far Cry Instinct sur le Xbox, Ok. qui était sorti. Ça, c'est. La fabrique de monstres, c'est ton. En fait, il y a moi, Corinne Cardinal, puis Jeff Mott. On est 3 dans dans la compagnie. Ok. Mais disons que l'idée vient de moi, mais tu sais, je veux dire, on va rarement très loin sans partenaire. Fait que j'ai Ouais. mes amis Corinne puis Jeff qui sont avec moi là-dedans, puis on a justement, tu sais, on a fait un plan d'action. On a maintenant une vingtaine de chanteurs, là, 21 pour être exact, des chanteuses puis des chanteurs qu'on prend, puis que dans le fond, moi, que j'engage, parce que tu sais, je porte plusieurs chapeaux là-dedans. C'est que non seulement il y a la fabrique de monstres, en fait, on veut promouvoir les talents d'ici auprès des compagnies de jeux vidéo et des compagnies de films pour les voix de créatures puis de monstres. Puis on a des choses qu'on va sortir bientôt, c'est Internet et tout ça, pour faire la promotion de nos talents d'ici. Mais moi, j'ai le chapeau aussi d'un gars qui fait du casting puis le gars qui fait de la direction en studio pour une compagnie qui s'appelle Space Signal Lab. Et généralement, moi, ces gens-là m'arrivent avec des demandes très précises en termes de monstres. Puis moi, j'ai toutes les personnes qui sont dans la fabrique de monstres, les artistes. Puis je fais comment qu'on a besoin de quelqu'un qui fait des voix de zombies, qui fait tel type de voix, puis je connais ce que les gens sont capables de faire. Fait qu'à ce moment-là, je fais comme, OK, tu sais, telle personne va faire tel personnage. On set les sessions de studio. Puis après ça, moi, je suis en studio, puis je les dirige par rapport à ce que on a besoin en termes de variation, en termes de sonorité, de ce que le client nous demande. Puis ça fait quand même 4 ans que je fais ça officieusement, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment eu le titre, mais sauf que je le fais parce que ça fait longtemps que je fais ça. Mais donc c'est ça, fait que dans le fond, je pige un peu déjà dans les talents qu'on a dans la fabrique de monstres pour ce genre de choses-là. Puis tu sais, comme là, je viens d'avoir un contrat que je peux pas parler, mais c'est évident qu'il va y avoir un paquet de gens dans la fabrique qui, selon leur talent, selon ce qu'ils sont capables de faire, vont être engagés pour ça. Tu sais, mais en ce cas-là, parce qu'on est dans un milieu qui n'est pas métal, puis où est-ce qu'on fait de l'argent pour une fois, tu sais, c'est commercial, les jeux vidéo, Ben là. ouais, ben ouais. Tu sais, c'est pas du métal. Mais Est-ce mettons qu'on tu se nous mets pervertit? mettons tu nous mets en contexte, là. J'arrive pour enregistrer là-bas à la fabrique de monstres. C'est quoi que. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse un peu Ben, en fait, les mouvements généralement, puis c'est ça qu'il y a une façon que l'industrie travaille qui n'est pas évidente. Là, je suis chanceux parce que le contrat que je viens d'avoir, c'est complètement différent. Mais je peux te dire que généralement, c'est très dernière minute. C'est-à-dire que moi-même, je reçois les images des créatures et la description des types de voix puis ce qu'on doit avoir comme effet sonore une semaine avant les sessions de studio. Ok. Et moi, tout ce que je peux envoyer aux acteurs vocaux, c'est la description de la voix. Evil Zombie Witch. Ou Sorceress Evil Witch. Ou tel type de truc. Je peux juste leur envoyer ça pour qu'ils puissent pratiquer un thème de voix. Mais tant qu'ils n'ont pas signé l'entente de non-divulgation, je peux pas leur montrer le personnage. Puis, ce qui est dommage parce que du personnage, on peut avoir un paquet de cues sur comment va sonner le personnage. Ouais. Y a-tu une petite bouche? Y a-tu une grande bouche? Y a-tu un gros cou? C'est quoi son visage? C'est quoi son coffre? Il y a un paquet d'éléments au niveau de la physionomie que j'analyse pour dire, OK, tu sais, ça, si on fait ce genre de voix-là, pour ce personnage-là, c'est crédible. Parce que tu veux que ce soit crédible, même si c'est Ben fantaisiste, ouais. tu veux que ce soit le plus réaliste possible, même si c'est fantaisiste.
Donc, on a ça. Après ça, les gens arrivent en studio, puis là, je leur montre la créature. Je dis, c'est ça que tu fais. Là, on comme, ah! Puis après ça, ils vont en studio, se réchauffent, puis là, à ce moment-là, on a généralement les sons qu'on va faire, puis c'est les sons conventionnels qu'on retrouve dans les jeux vidéo, c'est-à-dire les sons d'attaque, les sons de douleur. Le personnage meurt. Le personnage va faire va lancer un sort. Le personnage va se faire donner un coup, va tomber à terre, va se relever. Donc, pour chacune de ces situations-là, puis généralement, on a des animations, ben, il faut faire ce son-là avec des variations. Donc, s'imaginer de la douleur, s'imaginer... Tu sais, quand on a une animation de mort, ben, le personnage reçoit ce qu'on appelle le coup de grâce. Donc, le premier coup est toujours très douloureux parce que c'est le coup qui te tue. Donc, le premier son, généralement, est toujours très... Parce que tu viens de là, tu le sais que tu vas crever, là, puis c'est comme... C'est ton coup de mort. Puis après ça, tu as toujours le... Puis après ça, le personnage, il convulse à terre. Il convulse, puis après ça, paf, il tombe à terre. Puis quand il tombe à terre, c'est toujours l'espèce de death rattle qu'on peut retrouver. Fait que ça, c'est des choses qui sont quand même typées, mais le défi, c'est de jamais avoir vu les animations, puis d'être capable de, comme du doublage de film, d'être capable de rentrer, puis d'être hyper précis au niveau de ce que tu vois. C'est le personnage court... Faut que tu y ailles de cette façon-là. Fait que toi, dans le fond, t'es juste là, de l'autre bord, David, puis tu te dis, mettons, ok, là, tu cours. Là, fais-moi ça comme ça, puis fais-moi parce que il y a ça aussi. Ça prend des variations. T'sais, je vais donner un exemple, ça a l'air niaiseux, mais les gens, quand je leur demande de mourir, il y a une mort, mettons, à l'écran, ils vont mourir en A. Okay? Mais tu sais, moi, j'ai besoin de variations. Fait que je peux pas juste avoir des morts en A. Fait que des fois, c'est des... tu peux-tu me faire... Puis moi, ce qui est le fun, c'est que comme j'en fais beaucoup, je peux leur donner des exemples on the spot. Tu peux-tu faire comme un... Là, tu vois le personnage, il fait ça. Là, tu peux arrêter, comme une demi-seconde de crier, puis après ça, tu reprends. Fait que c'est tout analyser les détails, puis être sûr qu'on a des variations. Tu le vois, le personnage. Ok, les gens le voient. Oui, les gens le voient, puis tu vois les mouvements. Des fois, c'est juste un petit mouvement de tête. Mettons, le personnage fait ça. Mais ça, faut que tu l'illustres. Au niveau sonore. Dans le micro dans aussi. Le micro. Fait que ça, moi, ma job, comme j'en ai fait beaucoup, c'est de m'assurer qu'on peut tout retrouver ces petites subtilités-là, puis qu'on a assez de variations pour pas que, quand tu arrives dans un jeu vidéo puis tu tues un personnage qui fasse tout le temps comme je veux dire, ça serait vraiment plate. Surtout, mettons, tu as un jeu où tu as 400 fois les mêmes bonhommes. Des fois, tu as des tribus de hordes, de trolls, de orques, il faut que tu sauves des affaires comme ça. Si c'était tout le temps le même son, les joueurs trouveraient ça plate. C'est ça qui est drôle, c'est que les gens ne le remarquent pas quand c'est bon, mais les gens vont le remarquer quand c'est plate. On va faire comme, c'est bien poche. Mais quand c'est bon, on dirait c'est comme, c'est correct, c'est réaliste, fait que ça fait partie de ce qu'on doit avoir comme jeu, t'sais. Mais c'est ça. Donc, ça, mon travail, c'est de m'assurer qu'on a tout ça, m'assurer que les gens font des variations, que ça soit cohérent, que ça soit réaliste. Puis je veux dire, je suis chanceux parce qu'en 4 ans, la compagnie pour laquelle on en fait le plus m'est revenue juste une fois. Il a fallu refaire les voix, puis ça a été ma leçon. J'ai essayé de faire passer une fille pour un gars. OK. Parce que même les voix death metal graves, tu peux écouter ça, puis tu peux dire, ça peut être un gars, ça. Mais on a tellement fait de monstres pour la compagnie qui se sont fait une oreille. Quand on leur a envoyé ce monstre-là, j'avais pas de gars disponible pour... Donc, j'avais fait rentrer une fille en studio pour ça. Elle faisait des voix graves, puis ils s'en ont aperçu. Il a dit non, ça c'est une fille. Fait que moi, je rentre en studio pour que je refasse toutes les voix au complet. C'est moi qui les ai faites. Fait que les gars, les filles. Ce qui est ironique, parce que dans un des derniers jeux que j'ai fait, Shadow of the Tomb Raider, joue une femme, joue une prêtresse qui est comme la chef d'une tribu. C'est ce qu'on appelle Yaxil. Fait que ça se peut qu'un homme fasse des voix de femme, mais ça dépend. Mais ton rôle est super low en plus. Là. Ouais. C'est weird ce qui s'est passé. Mais sauf que c'était pas le type de voix que je faisais, c'était c'est quelque chose de beaucoup plus aigu, comme ça. Puis, tu sais, dans le sens que le personnage a l'air d'avoir fumé comme 40 000 cigares, là, parce qu'elle a 1000 ans, c'est comme, fait qu'elle, ok, c'est correct, elle peut avoir une voix comme éraillée, comme ça, puis fait que ça elle a du vécu là-bas. Ça a passé. Mais généralement, c'est ça, c'est vraiment comme très typé. Les gars, les filles, puis
Puis bon, malheureusement, on a plus souvent le personnage masculin que féminin. Puis c'est ça. Il y a plus de garde masculin que féminin aussi. Aussi, c'est ça, ça va selon ça. Donc c'est ça, fait que c'est ça ma job en studio. Mais en faites-vous souvent? Est-ce que ça marche bien? En fait, on en fait de plus en plus. Là, je te dirais que en 2005, quand j'ai commencé, j'ai eu un premier contrat. Après ça, ça a pris 3 ans avant que j'aie un deuxième contrat, Assassin's Creed 2. Après ça, 1 an avant qu'on fasse Prince of Persia. Après ça, une autre année avant qu'on fasse un autre Prince of Persia. Puis après ça, c'est passé de 1 par année à 3-4 par année. Après ça, 3-4 par année est devenu une dizaine par année. Puis là, c'est pratiquement à chaque mois. OK. Parce que... OK, fait que ça roule bien. Ben, tu sais, comme là, ce que j'ai... Peux-tu nous donner une primeur? Non. Le dernier jeu que tu as fait, mettons? En fait, c'est ça. C'est qui tellement... est sorti, là. En fait, le dernier jeu que j'ai fait qui est sorti, c'est Far Cry 5, le DLC, quand tu vas sur Mars. Puis il faut que tu ramasses des bouts de ton chum pour le remettre en morceaux. Puis t'as des créatures qui t'attaquent. Nous, on fait les voix. On est une gang à faire des voix des créatures. Tu sais, le mode zombie dans Rainbow Six Siege, Outbreak, qui est sorti. Le mode zombie, c'est nous qui l'a fait. Puis justement, à Shadow of the Tomb Raider, tu sais, c'est quand même... pas loin de 40 millions maintenant de copies vendues. Puis ce qui est extraordinaire par rapport à ce qu'on fait, puis ça c'est un avantage qu'on a sur les acteurs vocaux qui font le reste des dialogues, c'est que nous on n'est pas traduits. Ouais. T'sais, moi mon monstre là, il n'est pas en français, il n'est pas en anglais, il n'est pas en japonais, fait que même s'il y a différentes versions qui sortent dans le monde, nous ce qu'on fait comme travail, c'est ce qu'on entend intégralement dans l'ensemble des versions. Fait oui, on a moins de travail que les acteurs vocaux normal ont, mais sauf que ce qu'on fait a vraiment un impact qui est en termes d'audience, de nombre de personnes qui vont l'entendre, qui est beaucoup plus grand. Tu sais, moi, à date, là, sur tous les jeux que j'ai travaillé, il y a peut-être 150 millions de personnes dans le monde qui ont entendu ma voix, mais qui ne savent pas je suis qui, mais qui ont entendu ma voix. Ça, je trouve ça extraordinaire, contrairement à OK, tu as vendu 5 millions de copies de la version française, cool, tu es sur 5 millions de copies, mais moi, je suis sur 40 millions de copies, puis c'est ma voix qu'on entend. Puis c'est vraiment une façon nice aussi de faire ce que t'aimes. Oui. Puis généralement, c'est death metal, c'est metal, les voix en s'il vous plaît, c'est guttural. Il y a un jeu qui va sortir, que lui on peut dire, mais qui n'est pas encore sorti, qui est en fait Project TL, qui est l'ancien Lineage Eternal. Qui va sortir, on a dû faire à peu près 170 monstres à date dedans, puis on continue à en faire. Puis ça, pour moi, ça va être probablement le jeu le plus metal ever au monde. C'est que tous les monstres, tous les monstres vont avoir été faits par des chanteurs de métal puis de death metal ici. T'sais. Puis ce qui est extraordinaire, c'est ici, pas ailleurs, pas en Espagne, pas aux États-Unis, non, ils viennent ici, à Montréal, Québec. T'sais. Puis ça, tu sais, comme Shadow of the Tomb Raider, là, Eidos, Square Enix, ils ont des bureaux partout dans le monde. Ça aurait pu se faire ailleurs. Mais non. Ils avaient entendu parler, parce que c'est ça aussi à un moment donné, c'est une petite industrie, les gens se parlent. Fait qu'ils avaient entendu parler puis j'avais déjà travaillé avec eux autres sur Thief, qui était sorti en fait un jeu. Fait que, tu sais, ça a comme resté dans leur... Puis à un moment donné, paf, tu sais, c'est ça. T'as des occasions parce que des jeux avec des monstres, ils en sortent pas tout le temps. Mais sauf que maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand il en sort un, ben c'est à nous autres qui passent en premier. Puis ça, c'est quand même, on n'a pas des petites compagnies, c'est toutes les grosses compagnies sont à Montréal. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un paquet aussi de développeurs de jeux indépendants qui sont aussi ici puis qui commencent à prendre nos services. T'sais. Fait que c'est ça. Puis, fait que tu te poserais la question aux gens qui en font, c'est pas un gros salaire annuel, mais c'est intéressant parce qu'on s'est tellement investi, on a tellement investi dans ce qu'on fait sans jamais avoir de retour monétaire que là, tout d'un coup, c'est le fun de faire un peu de... Juste l'expérience pour un l'expérience chanteur, extraordinaire. Cool, c'est extraordinaire. T'sais, tout le monde qui le fait sont tout le temps comme « Wow! Hein? Je vais en faire d'autres! Hein? Tu peux-tu? » Puis je veux dire, le nombre de courriels que je reçois de monde qui voudrait en faire, c'est comme... j'ai reçu du monde au podcast qui en ont fait, qui m'en ont parlé. Ouais. Puis, tout le monde trouve ça extraordinaire, puis c'est une avenue auquel on n'aurait pas pensé, parce que v'là pas si longtemps que ça, puis encore aujourd'hui, toutes les voix, ou une partie des voix, c'est encore fait par une voix de cochon mélangée avec une voix de singe, mélangée avec un ours, mélangée avec un otari, puis là, ils prennent ça, ils blendent ça ensemble, puis ils essaient de faire quelque chose d'épeurant, t'sais. Mais ce qu'ils savent pas encore, c'est que ça leur prend tellement plus de job de faire ça que ce qu'on fait. Parce que nous, on arrive, puis quand on a une scène, puis qu'on a des animations, on va découper précisément
au niveau sonore, on va découper précisément l'action que le personnage fait. Fait qu'après ça, eux autres, ils vont rajouter des petits effets sur ce qu'on fait, ils peuvent. Mais si on n'est pas là, il faut tout qu'ils essayent de monter le son selon l'action qu'ils voient puis que ça fit avec les mouvements du personnage. Hey, c'est compliqué. Ben ouais, c'est sûr. Mais nous autres, on arrive et on a déjà fait tout ce travail-là. Fait que dans le fond, on facilite le travail des sound designers parce qu'on arrive déjà avec une source C'est plus personnel aussi. qui est accurate, qui est crédible, qui est réaliste, puis qui suit l'action vraiment comme ça, puis surtout que dont la source est originale, puis la source est distorsionnée au départ. T'as pas besoin... Tu pars pas d'une distorsion électronique d'animaux. Non, tu pars d'une distorsion, puis quand t'as des personnages qui sont des humanoïdes, ou je vois mal comment on peut trouver ça crédible, une voix de cochon puis une voix de singe, même si c'est mixé, puis c'est comme compressé, puis ça a l'air... Je vais te donner un exemple. The Shape of Water, OK? Gollum. Des films dont les personnages, c'est pas du CGI. Puis que c'est un humain qui est dans la patente. Moi, je trouve généralement, j'ai tendance à beaucoup plus m'identifier puis à me rapprocher de ça que, par exemple, l'orgie qu'on a vécue avec Phantom Menace puis d'autres où c'est rien que du CGI partout. Puis Yoda, c'est du... Moi, Yoda, j'aimais ça quand c'était une marionnette. OK? Non, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un dedans. Ça quand il reste. Il y a quelqu'un dedans. Là, tout d'un coup, je trouve que ça perd tout. Ça perd de son humanité. Puis c'est ça que j'aime quand je vois des films où ils utilisent des êtres humains. C'est pas... Gollum, je pense pas qu'il aurait eu le succès qu'il a eu si justement il avait pas comme habité le personnage dans son soul puis qu'il avait pas fait ce qu'il avait fait. Je trouve que le tour de force, puis pourquoi ce personnage-là a connu énormément de succès, c'est parce qu'il habitait le personnage littéralement. Il était là. Il occupait l'espace. Fait que selon toi, les Ninja Turtles dans le temps étaient meilleurs que les Ninja Turtles d'aujourd'hui. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Absolument. Parce que tu sais, on s'identifie aux choses qui sont humaines. Ou à des choses qui ont des traces d'humanité. Puis veut pas, quand t'as des voix humaines qui font des monstres, ou quand t'as des personnages humains qui jouent des monstres, on a tendance à beaucoup plus se relate, comme on dit en anglais, s'identifier à eux, puis se rapprocher, puis faire comme... Tu sais, il y a comme quelque chose qui vient nous chercher parce qu'il y a quelque chose d'humain derrière ça. Quelque chose qui nous rappelle ce qu'on est puis ce qu'on fait. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que ouais, j'aimais mieux Yoda en marionnette. Fait que souvenez-vous, si vous entendez des voix de monstres, c'est peut-être Sébastien et sa troupe qui notre joyeux... J'imagine que ton nom doit être au crédit et tout dans les jeux. Au départ, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au départ, c'était pas le cas tant que ça. Souvent, c'était... t'avais le gars qui avait fait le sound design, puis that's it. Mais de plus en plus, ça, c'est devenu reconnu. Puis aussi, moi, ça a été une demande, justement, parce que j'ai vécu une fois ou deux où mon nom n'était pas dans les crédits, puis je trouvais ça dommage, parce que c'est une forme de reconnaissance, souvent. Mais c'est pas acceptable. C'est pas juste pour la paye. Non, mais c'est ça. C'est une reconnaissance de ce qu'on a fait. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à l'exiger. Que ça fasse partie, que ça soit dans l'entente. Pour les gens qui comme... Parce que c'était pas parce qu'ils voulaient mal faire. Je veux dire, si tu regardes là, le nombre de personnes qui travaillent dans un jeu vidéo, là, souvent c'est plus de monde qui travaille que sur un film. C'est fou, les C'est absolument débile. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, OK, peut-être que parce que c'est simplement qu'ils ont oublié, parce qu'ils ont été travaillés avec quelqu'un. Mais en même temps, si jamais il y a quelqu'un qui fait « Hey, les bruits, c'était fou, ça, je vais aller voir c'est qui. » Ben moi, il y a bien du monde qui ont fini Prince of Persia puis qui m'ont envoyé un screenshot en disant « Hey man, j'ai vu ton nom. » Ben ouais. Tu sais, c'était comme, c'est wow, tu sais, ça sort de là, c'est là que tu peux dire, ouais, moi j'ai... C'est un gros jeu. J'ai fait ça. T'sais, comme là, je viens de finir Days Gone, le jeu de zombie. Puis, je savais que le chanteur de Cattle Decapitation avait fait des voix dedans. Fait que là, j'ai attendu les crédits jusqu'à temps que je voie son nom, puis je l'ai pris en photo. J'étais comme, yes, il est là. Je voulais être sûr qu'on le voyait dans les crédits, parce que c'est ça, des fois, c'est pas nécessairement toujours la paye, ce qu'on fait. Ce qui est important, plus que la reconnaissance puis le fait comme de reconnaître le travail qu'on a fait. Oui, j'étais là puis j'ai fait ça. Plus que l'argent qu'on a fait avec ça. Quand j'ai travaillé sur Resident Evil, j'ai pris une capture d'écran sur Resident Evil. Sur la conception sonore du set Biohazard. J'ai une capture d'écran de mon nom dans le crédit.
Fait que là, je peux le prouver à tout le monde, genre, yo, je t'envoie le JPEG, là. C'est clair, je peux, genre, c'est réglé dans mon cœur, je suis genre, je passe à autre chose, c'est correct, là. Ouais. C'est tellement important, là. Ça compte, c'est la reconnaissance, là. Ouais. 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 Puis souvent, tu sais, tu le sais, on va faire un show, on fait à peu près pas d'argent, mais c'est le monde qui vient nous voir puis qui vient comme yes, t'es cœur. Souvent on vit de ça, c'est à ça qu'on carbure davantage que finalement, tiens les gars, ça c'est votre paye, c'est 10$, vous achèterez de la pizza. C'est quasiment comme bon, même on est chanceux quand on a 10$ pour s'acheter de la pizza. C'est pas toujours. Fait que tu sais, l'aspect comme, tu sais, claque dans le dos, quelqu'un qui te serre la main, puis qui fait comme man, votre show il était écœurant. Ça, c'est comme. Le plaisir qu'on tire de ça, puis genre la reconnaissance, c'est notre salaire. Ouais. Ben, tu sais, je reviens d'une tournée nord-américaine pour Gone in April. Ouais, justement, je voulais en parler. Puis, tu sais, je l'ai pas fait pour le salaire, tu sais, c'était correct qu'on était payé, mais pour moi, c'était la possibilité de jouer devant quasiment 25 000 personnes pendant un mois, parce que c'était à peu près ça qu'on avait comme 1000... Ouais, mais j'avais vu ton post, justement, qui disait que tu t'avais jamais... t'avais toujours voulu faire de la tournée, mais, ouais. Mais ça m'a surpris, mais on dirait que... Tout le monde pense que j'en ai fait comme... Ah, parce que, tu sais, Necrotic Mutation, c'est comme un... Ouais, mais c'est un band death metal culte. Ouais, mais c'est home... C'est homebred, puis ça a resté homebred, dans le sens qu'on a joué au Québec. Je pense qu'on a joué une fois en Ontario, même pas. Mais that's it, on a juste fait des shows ici. Puis oui, les gens ont tendance à... Parce que mais non. C'est comme... tu penses à Oblivion. Ils ont peut-être joué aux États-Unis une fois. Ils ont peut-être joué en Europe, mais ça n'a pas... c'est vraiment comme à partir de Cryptopsy, Cataclysm, qui eux ont commencé vraiment comme à sortir puis à tourner. Fait que moi, quand Necrotic a arrêté, c'est là que les bands québécois, parce que tu as eu Gorguts, qui était le premier à signer sur Roadrunner, mais après ça, les bands qui ont été signés, ben, ça a été ça. Ça a été Cataclysm, Cryptopsy, ça a été... Fait que, moi, j'ai arrêté quand toute cette mouvance-là, où les compagnies internationales ont commencé à signer des bands ici, puis à les faire tourner. Fait que ça n'a pas donné. Moi, des salles d'église, là, des salles communautaires, je l'ai fait en masse, mais j'ai jamais joué aux États-Unis, j'ai jamais fait partie d'une grosse tournée. La plus grosse tournée que j'avais faite, c'était avec Barf dans le temps. Puis on avait fait 7 shows en 2 semaines. Genre, c'était comme la grosse tournée. Puis en plus, j'étais au cégep, puis j'avais le choix de faire mes examens de fin d'année ou de faire la tournée. Puis j'avais pas fait mes examens de fin d'année, fait que j'avais coulé ma session. Finalement, j'ai lâché le cégep. Bref, pour faire cette tournée-là d'une coupe de shows avec Bark, on a fait des shows un peu partout, Sept-Îles, Rimouski, Québec, etc. Mais on m'avait jamais offert, ou j'avais eu jamais l'occasion de faire ça. Fait que moi, quand c'est arrivé, j'ai comme fait OK, je vais le faire. C'est fou, là, c'est 20 000 km dans un RV, tu dors 3-4 heures par nuit parce que ça shake, puis même quand tu dors, c'est comme ça shake parce que t'es dans un RV, puis là, les routes aux États-Unis, ça fait tout le long, puis là, t'as un show à donner, c'est 40 minutes, puis après ça, t'as 5 minutes pour te débarquer du stage parce que t'es une première partie, fait que t'as pas les conditions. Fait que ça a été du sport en s'il vous plaît. Mais ce qui m'a rendu fier, c'est qu'à chaque soir, parce que moi, on m'avait déjà offert à un moment donné, un des chanteurs de Cryptopsy était parti. C'est ça que j'allais dire, t'avais pas déjà... Puis on m'avait offert de remplacer un des chanteurs, puis c'est drôle parce que j'avais eu un questionnement à l'époque, c'était comme, OK, tu sais, est-ce que je suis fait pour ce que j'appelle le grind, c'est-à-dire, je vais faire 30 shows en 31 jours, mais je sais que je serais pas bon les 30 fois. Parce que c'est impossible dans un contexte comme ça d'être dans ma tête d'être toujours sur la coche parce qu'à un moment donné ta voix tu deviens fatigué puis finalement c'est ça qui m'avait fait backer. J'avais dit excusez les gars, merci mais parce qu'il me semble que je t'aurais vu dans Cryptopsy. Oui, non mais c'est ça, mais j'ai eu une occasion puis je m'étais dit je préfère la qualité à la quantité. Je préfère faire moins de show mais qu'à chaque fois je sois top shape puis que ça sorte, ça soit bang, t'sais. Puis là j'approche de la cinquantaine. Ça paraît pas, mais... Après la cinquantaine, là, tu sonnes comme mes sœurs. Ouais, je sais, non, mais puis là tu sais, pour moi, c'était comme... C'est comme Elvis, it's now or never. Fait que quand j'ai eu cette offre-là, ça a été comme, OK, là, je peux le faire. Je suis en forme vocalement pour le faire. Puis c'est un bon band. Puis j'ai fait comme, OK, tu sais, puis les groupes avec qui on a tourné, Corpiclani puis Helvetii, que je connaissais beaucoup plus que Corpiclani.
Puis j'étais comme, écoute, c'est sûr que tu vas avoir des belles foules à chaque soir. Puis moi, pour me convaincre, en fait, il m'a envoyé une photo des salles de spectacle qu'on allait faire. Puis j'ai fait comme... Tu sais, la grosseur des salles, tout ça. C'est pas une tournée des bars. J'aurais pas dit oui pour une tournée des bars parce que j'ai quand même pratiqué pendant 4 mois à apprendre 11 tunes, tu sais, pour cette tournée-là. Mais c'est ça. Mais ça a été énormément de travail, beaucoup plus. Mais comme je dis, ce qui m'a rendu fier, c'est que à chaque soir, même si on était crevé, même si on dormait pas beaucoup, même si on mangeait pas beaucoup, le 35 minutes qu'on était sur stage, on y donnait tellement. Tu sais, écoute, le premier show que j'ai fait, là, la première pratique que j'ai faite, c'était un show. C'était pas une pratique. Moi, j'ai jamais fait ça avec un band, moi, pas pratiquer avant de faire un show. Jamais, ever. Moi, dans ma tête, ça marche pas, ça. J'ai entendu ça parce que Vincent? On a des amis en commun. J'ai entendu un peu parler de la tournée. Ouais. Mais moi, je suis parti de Montréal, je faisais un show le 13 septembre avec Necrotic Mutation. À 9h, j'étais chez nous, je faisais mes bagages. Après ça, je m'en allais à l'aéroport. À 3h, je partais pour New York. Après ça, je prenais l'avion pour Knoxville, Tennessee. Je suis arrivé là-bas, on loadait le stock dans la van pour aller à la salle. Je suis arrivé là-bas, puis j'ai refait un autre show. Fait qu'en 24 heures, j'ai pas dormi, j'ai fait 2 shows. Puis après ça, on a fait un peu de party jusqu'au lendemain. Mais bref, j'ai pas pratiqué avec les gars avant. On est arrivé, puis on a fait... Puis les gens qu'on rencontrait, moi puis Vincent, justement, puis même Jimmy, on leur disait, ce gars-là, il y a 3 shows, je les connaissais pas. Là. C'est ça, mais il était comme, hein? Ils nous croyaient pas. Ils nous croyaient pas qu'on était capable de donner ce niveau de performance-là. C'est quoi, 3 ou 4 subs dans, ouais. En fait, 3. Mais, tu sais, puis Simon il est dans le groupe, mais avant, c'était un autre. Mais techniquement, on était 3 subs. Mais on était quand même tout du monde qui avait jamais joué ensemble. Ouais, c'est ça. Qui avait jamais fait les tunes ensemble. Fait que, tu sais, on racontait ça au monde, t'étais comme... Non, ça se peut pas. Tu peux pas te donner un show de même, pis ça peut pas te torcher comme ça, puis que t'as jamais pratiqué avec le band, ça se peut pas. Mais ça, c'était parce que t'as des musiciens comme Vincent, comme Jimmy, comme Simon, comme Yannick, puis comme Julie, qui étaient tout le monde est sa coche, puis mais ça, pour moi, c'est une première, ça. Mais c'est ça, c'est le 35 minutes qu'on a fait à chaque soir, puis qu'on a vraiment comme torché des culs assez que le monde a vu juste du feu. Il y a du monde qui venait me faire signer des autographes, puis qui n'avait pas vu que c'était pas moi le chanteur. Il ouvre le livret, là, puis là, t'as comme plein de faces, puis là, c'est pas ma face, mais il dit « Can you sign? » J'en ai signé plein, tu sais, plein, puis Jimmy, puis Vincent aussi, puis ils sont même pas, sont pas dans le band, tu sais. Fait que ça faisait une fleur, ça veut dire « Ok, j'ai bien fait ma job. Ouais. C'est ça, puis à la fin de la tournée, à Montréal, je suis tombé malade, fait une pharyngite. Fait que les 5 derniers shows, c'était des tracks de ma voix qu'elle m'a enregistré à Montréal qui jouaient. Ça, j'ai trouvé ça triste parce que j'ai pas pu terminer la tournée. Pour moi, c'était comme ma première tournée. Puis le dernier show qu'on faisait, c'était à New York au PlayStation Theater. C'était une grosse affaire. J'ai pas pu faire ces shows. Mais qu'est-ce que tu veux? J'étais malade. Tu feras un autre. J'en ferai un autre. C'est peut-être pas fini tant que ça. Ok. Ok, c'est peut-être pas fini tant que ça. Ben non, mais... Tu feras une tournée avec le Cœur de Growlers. Ah, c'est ça. Et voilà. Et mon ami qui vient de me sauver ici de ma retraite. Ma retraite prématurée. Mais oui, exactement. Puis c'est ça, il y a tellement de possibilités. Justement, avec le Cœur de Growler, j'ai entendu dire que vous alliez faire un CD ou quelque chose comme ça. C'est le prochain projet avec nous, dans le fond, dans notre planification stratégique. L'idée, c'est de sortir du contenu. Fait que en 2020, on retourne dans le studio de pratique. On a au moins 2 tunes à travailler. Okay. Il y a 2 tunes sur lesquelles j'ai des idées vraiment claires. Il y en a potentiellement 2 autres que je voudrais faire. Puis ça va aller dans des directions complètement différentes. Tu aurais une collaboration, ça serait avec un chœur classique. Fait que tu aurais les 15 chanteurs du Cœur de Growlers avec une vingtaine de chanteurs classiques. Fait qu'un ça serait pété. Un show à 35 chanteurs. Ouais. Fait que, non, moi, juste ça me fait baver. Dans le sens que, je sais même pas comment ça va sonner, mais je savais pas comment ça allait sonner, puis ça a été extraordinaire. Fait que moi, je fais confiance, là, je ferme mes yeux, là, puis j'attache même pas ma ceinture, puis je suis comme, man, go show, fait tu mets le pied sur la pédale, puis envoie, là, ouais. Justement, il était venu me demander pour embarquer dans le Cœur de Growler au début.
Mais j'étais en train de créer ça ici, fait que j'avais pas le temps. J'avais plein d'offres d'ici et là, mais quand j'ai vu, j'ai fait j'aurais tellement dû le faire. Non, Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. J'ai hâte d'entendre ça. Puis si vous faites un autre show, je vais y aller. C'est sûr, je veux voir ça en live. Ben, c'est tout ça à table. Là. On a beaucoup de projets d'ici l'été. Je commence à regarder pour des shows. Ben, déjà, un show à l'automne 2020 pour le lancement de l'album qui s'en vient. Ok, ça va être un album... Moi, je voudrais que ce soit un album en bonne et due forme, tu sais, un 40 minutes, 50 minutes de matériel. On a déjà une tourne de 20 minutes. Ouais, c'est ça. J'allais dire. Je fais 2-3 autres tunes, puis ça va être correct. 2 autres de 10. Tu sais, je veux dire, The Aside Legend, il dure 32 minutes, là, tu sais, on... c'est ça, la fin. Mais il faut... En tout cas, on est capable de battre ça. Je vais faire des tunes plus courtes, je me dis, là, ce serait cool, un petit 3 minutes, ben grind... Ça s'appellerait The Meat Eater. Ça, je trouverais ça cool. Beyond the Meat Eater. Sinon, j'ai plein d'idées de shows dont je veux pas parler tout de suite, mais on y travaille. On y travaille bien, bien fort. Donc, c'est ça. Il y a vraiment un paquet de possibilités. Là, vous avez sorti une page Facebook et tout. On a une page Facebook depuis un moment. On a à peu près 800 fans dessus à date. On a fait aussi une sortie majeure pour nous. On a Metal Sox a accepté de faire la première exclusive de notre show. Fait qu'on on a enregistré avec la Conserve Média, qui est en tout cas deux gars que je connais. Ouais, c'est ça. C'est deux super bons gars, super professionnels qui ont fait l'enregistrement de notre show. Allez voir ça. Le cœur de Growlers. Growler Crier, cœur de Growler sur YouTube. Puis vous allez. La page Facebook. Là, mais faut que ça vaut vraiment la peine, allez voir ça. Faut que je remercie mes partenaires. C'est quoi donc? C'est le groupe Le Vivier puis Code d'accès qui nous ont coproduit pour l'événement. Ils ont été super helpful. Ouais. Puis en fait, sans eux, on pouvait pas faire le show. Et sans le financement sans tout. Du Conseil des arts du Canada. Non, mais moi c'est comme... Moi, ça me fait sourire, ça, parce que encore là, tu sais, je trouve que c'est une victoire pour le métal. Pour le métal. Tu sais, c'est que peu importe comment ça a été présenté, il y avait du métal, puis on était capable d'aller chercher du financement pour ça. Tu sais, c'est comme, puis c'est niaiseux, mais c'est comme la déclaration de la Ville de Montréal pour reconnaître l'importance du métal dans... On est la ville d'excellence du métal. Mais en fait c'est ça, il faut faire attention. Puis je vais te dire pourquoi il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui l'ont pris comme « Oh, Montréal s'auto-déclare comme la meilleure ville au Québec pour le métal. » C'est pas ça. Si tu lis comme il faut la résolution, c'est « Montréal reconnaît en fait l'importance du métal dans son développement culturel. » OK? Je le sais, parce que j'en ai rédigé une partie de la résolution avec le conseiller municipal. Fait que j'en connais en titi la résolution. Puis il y a vraiment comme, quand ça a sorti, c'est drôle parce que t'avais une guéguerre, Rouyn-Noranda, Québec, puis d'autres mondes qui disaient « Non, c'est nous autres! Non, c'est nous autres! Non, c'est nous autres! » J'étais là, mais parce que vous l'avez pas lu comme faux, là. Vous comprenez pas. Vous l'avez pas lu du tout. Ça dit que ça, qu'on reconnaît l'importance de la musique métal à Montréal. Puis ça... Nomme-moi une place dans le monde qu'un conseiller municipal a réussi à faire passer ça, puis qu'après ça, la mairesse est sortie, puis elle a fait ça dans un photo-op, puis après ça, qu'il y a un band metal, death metal, même c'est nécrotique, qui ont joué dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville après. Trouve-moi une place dans le monde, une mairie dans le monde qui ont fait ça, peut-être en Finlande. Les autres sont tout le temps plus avancés que nous autres, ils ont des messes, messes métal. Mais ils n'ont pas de cœur de growlers. Mais ils n'ont pas de cœur de growlers, exactement, on a ça nous autres ici. Mais, tu sais, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis ça, je suis sûr que ça l'a aidé aussi à ce qu'il y ait, puis ça a l'air niaiseux, mais à ce qu'on pense au métal, puis au fait que, par exemple, comme Voivode s'est retrouvé à la disque, ou que ça a comme eu probablement des échos, parce que veut pas qu'une ville reconnaisse formellement l'importance de la musique métal. Il y a pas quel monde qui a fait, on s'en crée, c'est Valérie Plante. Non, vous comprenez pas la symbolique de la chose. La symbolique de la chose, c'est hyper important. Puis c'est pour ça, moi, quand le conseiller municipal m'a approché pour qu'on discute de ce qu'il voulait faire. Moi, tout de suite, j'ai embarqué parce que c'était ça nous a pas donné de l'argent. Ça nous a pas donné, mais ça nous donne une légitimité, une reconnaissance. Puis souvent, on se dit, on n'a pas besoin de ça. T'sais. Mais après ça, on est les premiers à chialer qu'on n'a pas de budget, qu'on n'a pas d'argent pour faire nos affaires, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, qu'on passe pas dans les radios et tout ça. Mais il faut rester underground. Non, c'était vraiment une bonne affaire. Fait que moi j'ai juste la photo de la mairesse qui fait ça. Là. Moi, j'étais comme, yeah, juste ça. Je trouve ça. Par exemple, la série sur Sunday, c'est qu'ils ont fait jouer
Necrotic Mutation. C'est ça qu'ils ont fait jouer. Tu voyais le conseil municipal aux nouvelles avec là, c'est des mon band aux nouvelles. Puis ça, j'étais comme, wow. Je trouvais que c'était un beau clin d'œil. Par même temps, ben, c'est comme, il savait, j'avais travaillé avec lui, avec lui là-dessus. Mais tu sais, puis quand vous regardez ce qui s'est passé, quand ils ont fait passer la résolution, tu as 3-4 conseils municipaux là, qui sont levés puis qui nommaient les groupes au Québec. Les groupes métal qu'on n'avait pas juste à Montréal, au Québec. Puis c'est ça qui était drôle dans le débat. C'est, ouais, mais là, Necrotic, vous autres, vous venez de Rimouski, mais là, vous êtes à Montréal. Fait que là, c'est plus... On s'en fout, là. J'ai dit, c'est ça qu'il y a une chose aussi qu'il faut reconnaître. Parce que là, justement, t'avais des villes qui étaient un peu fâchées. Je veux dire, moi, c'est à l'époque, on était capable de reconnaître le fait que Rimouski, dans les années 90, c'était la ville métal au Québec. OK? Parce qu'il y avait des shows de fous, puis il y avait des... Je veux dire, si on était capable de faire ça pour une ville en région, on peut s'entendre qu'on est capable de faire ça pour Montréal? Parce que là, c'est plate à dire pour les autres villes, là, dans le reste du Québec, là, même si je les adore, là, je dénigre rien. Mais crime, on a Lévis-Montréal, on a le Québec Deadfest, on a un paquet de gros shows puis de gros festivals qui viennent ici. On a un paquet de salles de spectacle qui font des shows métal. On a shows métal en même temps ici. Un paquet de groupes qui sont ici. Fait que si tu regardes au niveau des infrastructures, au niveau des événements, au niveau de l'organisation, au niveau du nombre de groupes métal qu'on a dans notre ville, par capita, c'est bien plate pour les autres villes, là, mais on est comme la ville métal au Québec, tu sais. Puis là, il y a du monde qui dit « Non, nous autres, on a plus de salons de coiffeuses. On s'en fout. » Tu sais, c'est ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a des gens qui voulaient pas le dire, ça. Alors qu'ils disaient « Ah, c'est vrai, à l'époque, c'était Rouen, la ville, c'était Rimouski, puis après ça a été Rouen. Oh. OK, tu peux le dire pour Rimouski, tu peux le dire pour Rouen, mais Montréal, non. Non, tu peux pas le dire pour Montréal, ça marche pas. Faut pas que Montréal ait quelque chose que les régions aient pas. C'est ça, là. ça appartient aux régions. Ouais, mais non. T'sais. On vous aime en région, hein. Ouais, non, mais ils le savent. Ouais, ouais. Mais moi, je me mêle pas de ce débat-là. Ouais, c'est ça. Hey, mais là, faut que j'enchaîne sur ma question Geek Brune, parce que là, sinon, ils vont m'en vouloir. Ah ouais, vas-y. Fait que, la question Geek Brune, ok? Votre pire gig ever, là. Musicale, celle que vous vous rappelez, celle que quand je vous dis votre pire gig, tu fais comme ah, c'était gig-là, c'était de la merde. Je peux pas répondre. Parce que tu vas nommer des partenaires. Ouais, t'es pas obligé de nommer des partenaires ou de la place, mais tu peux nommer le contexte. Commence donc. OK. Ouais, puis tu vas trouver. En fait, c'était pas vraiment une gig brune plus que le contexte, moi, de mon premier spectacle. OK? Puis il faut que j'explique. Moi, j'ai 16 ans. OK? Puis tous les gars dans mon band sont plus vieux que moi. C'est mon premier groupe Cervical Slot. Puis là, j'ai mon drummer qui me dit, man, là, si tu veux faire un bon show, là, puis ta voix là, sonne, faut que tu boives des shooters avant le show. Parce que là, ta voix va sonner plus grave, là, puis là, ça va être bon. Puis il dit là, en plus, là, faut que tu te mouilles les cheveux un peu. Puis il dit là, il dit quand tu chantes pas, là, il dit là, t'arrêtes pas. Là. Tu tournes tout le temps ta tête comme ça. Tout le temps. Fait que moi, j'ai comme 16 ans, j'ai jamais fait de show, j'ai aucune idée de comment, tu sais, c'est comme... OK, tu sais, fait que moi, je les écoute, là, eux autres. Je suis comme, OK, ouais. Fait que moi, le cave avant le show, je m'en vais me prendre 5 shooters. Comme, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis comme, ma voix va vraiment être grave, tu sais. Puis là, je vais me mouiller les cheveux. Puis là, on monte sur le stage. Puis là, je fais exactement ce qu'il m'a dit, là. Quand je chantais pas, là, j'étais là même. Tout le temps. Asti, après 3 tunes, puis j'ai encore l'enregistrement de ça, là. T'sais, j'étais quasiment plus capable de chanter. T'sais, ma voix faisait... T'sais, tu l'entends, là, c'était comme ça. J'avais quasiment plus de souffle. Là. Je pensais que t'allais puke sur tout le monde. Non. Même pas. J'ai vomi à Bécomo sur stage. À Bécomo. Mais ça, c'était parce que à un moment donné, je mangeais trop. Puis fallait pas que je... C'est pour ça que je mange presque plus avant les spectacles. C'est que le diaphragme travaille tellement... Quand tu fais ce qu'on fait, que si tu bouffes trop, à un moment donné, ça vient à côté sur l'estomac. Oh, ouais. Puis bref, j'avais dégueulé. Puis le pire, c'est que des années après, j'ai refait un show dans un autre contexte de musique actuelle. Puis le gars qui bouquait le show, c'était un des gars qui avait vu le show, puis il m'a reconnu. Puis il me disait « Hey, t'es-tu le gars qui avait été malade? » Il avait vu ça, il le disait. Mais bref, fait que finalement, ça pour dire que je manque de souffle, je capotais parce que j'ai de la difficulté à respirer. J'ai pas vomi. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais des veines de péter dans le front. Parce que j'avais tellement forcé, j'avais tellement tourné, ça avait tellement... Oh my God. Fait que là, je me suis dit, plus jamais, je vais écouter du monde me dire quoi faire.
Tu sais, que je pense qu'ils savent que je vais dire en show, je vais faire mes affaires, je vais apprendre, je vais pacer, moi, mes propres affaires. Puis c'est ça. Fait que ça a vraiment, le premier show, ça a été le pire à cause de ça, parce que j'avais écouté. Ça, c'était au Rayon d'Or à Saint-Fabien. C'était avec Incantation. Mon premier show avec Incantation en 1992. Ouais. Ça fait quelques années. C'était ça. Fait que c'était pas brune parce que c'était une gang brune, c'était le premier show le fun, mais c'était brun par rapport à ce que moi j'ai vécu. Puis que tu sais, le lendemain que les veines de péter dans. J'étais arrivé chez nous, je m'étais levé, ma mère elle me regarde comme écoute, j'ai 16 ans, mais qu'est-ce que t'as fait? T'sais, elle a pensé que j'avais fait de la grosse drogue dure. C'est à cause de ça que les veines m'avaient pété dans le front. T'sais. J'étais là comme non, là, j'étais vraiment. Qu'est-ce qui s'est complètement hangover. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis shooté du crack dans l'œil. C'est à cause de ça. Mais bref, tu sais, parce que sinon, des gigs brunes, on en a tout le temps eu un peu. Mais même là, tu sais, écoute, j'ai déjà fait un show avec Barf à Québec, il y avait 10 personnes. Ouais. J'avais fumé un 2 papiers avant le show tellement il n'y avait pas de monde, puis j'ai oublié d'apporter de l'eau sur stage à amener. Puis ça arrive. Là, j'étais comme, y a-tu quelqu'un qui a de l'eau? Fait que ça, c'est arrivé, mais même là, c'était pas tu sais, moi, j'ai jamais considéré le nombre de personnes comme étant nécessairement un facteur de réussite. Moi, s'il y avait 10 personnes et les 10 étaient contents, j'ai fait ma job. Alors, moi, c'est toujours ça que j'ai dit avant les shows, quand je disais à mes boys, c'est peu importe qu'il y ait 5 personnes, qu'il y en ait 200, on fait le même show, pareil, la même performance. Exactement, tu y donnes. Mais c'est vrai que quand il y a plus de monde, t'en donnes plus parce qu'on dirait qu'il y a comme un échange d'énergie à un moment donné qui se fait. C'est l'énergie de la foule qui t'en donne, fait que tu veux en donner encore plus. Mais sauf que oui, tu sais, une personne, puis t'as allé la chercher cette personne-là comme n'importe quelle autre personne dans un crowd de 1000 personnes. T'sais, généralement, pour moi, le côté brun vient plus peut-être des fois du côté organisationnel où t'arrives, puis on t'avait promis une caisse à 24, puis finalement, on te donne 2 bouteilles d'eau, puis genre un sac de pain avec 3 tranches de ballonné. Là. Non, mais tu sais, ou une poche de blé d'Inde, je sais pas, moi. C'est brun pareil, ça. Ça, pour moi, ça, c'est brun. T'sais, ça, c'était le côté brun. Le côté brun n'a jamais été le côté artistique pour moi. Le côté brun, ça vient du côté organisationnel. Non, t'as du monde qui te promettait quelque chose, tu fais 500 km, t'arrives à une place. Ça, ou la salle qui est tout décrissée. Ouais, ou c'est ça. Puis ce qui est drôle dans le temps, là, je le fais plus de même aujourd'hui, là, mais dans le temps, on signait pas de contrat, on s'appelait, on fait comme, hey, on va jouer là, ok, c'est comment? Bon, 200$, plus ça, puis 24$, ok, puis. T'sais, souvent, on arrivait, puis c'était juste du verbal. Il n'y avait pas des contrats de 92 pages là, pour être sûr que tout le monde avait leur affaire, puis leur M&M rouge, puis tout. Non, c'était comme paf, puis ça fonctionnait généralement bien, mais des fois, tu avais des exceptions où... Il y a toujours des exceptions. Non, je t'avais pas dit une 24, je t'avais dit une 12, je t'avais pas... C'est ça. Ouais. Fait quoi? Fait que vas-y avec ta gig brune, toi. La gig brune, t'en sauveras pas. Non, je m'en sauverai pas. Ben, j'ai pas de gig brune en particulier, mais j'ai plein d'éléments de gig qui étaient vraiment bruns. Je me souviens, j'avais 8 ans. Puis il y avait un petit gars qui était en train de... C'était genre des shows de musique d'école. Puis le gars était un petit peu chubby, puis il était vraiment content de finir de jouer Beethoven là, dans la joie. Fait qu'en descendant du stage, il a manqué la marche, puis il s'est effondré à terre. Ah, ça, c'est tellement humiliant. Ça, là... Ah, puis moi, je pouffais de rire. Fait que t'as mon père qui me tapait dessus pour que j'arrête de rire, ce qui me faisait rire encore plus. Je me sens vraiment mal aujourd'hui, mais ça, là, je me suis dit, pour cet enfant-là, ça devait vraiment être une gig brune. Ouais. C'est plein de petits éléments comme ça. Ouais, non, mais toi, ta gig brune, toi, on veut pas savoir les enfants des autres. Là. Toi. Dis-nous, parle-nous de toi. Un moment donné, voyons, il y avait une librairie anarchiste qui s'appelait la librairie Gaëtan Dosti, qui était sur Drummond, je pense, puis j'avais fait un show là, c'était dans genre une mini-pièce, probablement genre la moitié du local ici, puis il y avait un haut-parleur de pété, fait que j'avais juste un haut-parleur. C'est des conditions de marde, mais tu sais, il y avait du monde là. T'sais. À Québec, on avait joué à un moment donné, puis il n'y avait pas d'éclairagiste. Fait que c'était la blonde du drummer de l'autre band, où c'est qu'on avait mis comme les boutons, il y avait comme 3 boutons qu'il fallait peser pour faire les lumières, fait qu'elle les faisait avec ses pieds, comme ça. Là, fait que, mais c'était la blonde du drummer de l'autre band, fait qu'il y avait comme 4 spots, 5 spots, puis c'était elle qui les faisait. Fait que c'était vraiment comme, ça suivait pas la musique pantoute. C'était fait avec 3 boutons. Justement, j'ai déjà joué dans une librairie anarchiste, ça s'appelait le Black Dot. Ok. C'était sur Saint-Laurent. Ben, c'est toujours là, je pense. Bon, peut-être, je sais pas. Au-dessus de Sherbrooke? Non, en bas.
Ok, mais je pense qu'on parle de la même place. C'était Là. dans Pente, me semble. Puis c'était. La librairie est en haut, t'avais la salle, qui est un salon. Là. C'était pas Ouais, une c'est ça, salle. c'était un salon. Là. Puis c'était comme les lumières sur le stage. C'est comme un rack là, avec juste 2 spots de même là, que tu peux comme juste bouger. Je pensais que t'allais dire que c'était des lumières de Noël. Ben, c'était quasiment ça là. Fait que la morale de l'histoire, allez pas jouer dans les librairies anarchistes, c'est de la merde. Ben, en termes de. Tu sais, toi, tu dis l'important, c'est Désolé genre. pour les C'est les libraires. gens qui sont là, pis tu sais, qu'ils soient 5 ou 200, ça compte pas. Un moment donné, je suis allé voir un show, c'était du monde qui venait de la Saskatchewan. Puis j'avais écrit genre un review, j'avais dit sur mon média, et tout le monde allait voir ce show-là. Il y avait. La première partie, c'était un one-man act, puis il y avait moi au show. Puis il y avait le barman. 3 personnes, pis c'est tout. Ça, c'est triste, pareil. Ça, c'est brun. Ça, c'est tough. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé pour des salles de spectacle pendant des années, tu sais, Café K.O., des petites salles de spectacle. Ouais. Puis souvent, t'avais des bandes, tu sais, qui jouaient mercredi, puis t'avais comme le père, la mère, puis le cousin du On deuxième finit frère. là, on finit. Puis On finit. Regarde, tu peux en prendre une, on finit. Je T'as vais fini la- tes bonbons en plus. Je vais la mettre là, Ok, c'est puis bon. je vais la starter quand la. Parfait, parfait. Tu sais, puis Si tu veux, Joe, tu peux nous amener le verre de mes chums Le de Well verre. Done qui m'ont donné des beaux verres là, Hey, pour c'est. le Ouais, podcast. là. ouais. Ils ont des cartes, des verres. Ah, moi, c'est je une les appelle. commandite en plus. Moi, je les appelle pour qu'ils nous bookent. Well done, you're gonna receive a phone call from me. Si vous voulez un show de death Be aware. metal là, à Granby, là. Ouais. ben, Vous avez Un bon band. un fier représentant du old school death metal. Ouais, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, comme Nécrotique aussi, merci, le retour mon de beau Nécrotique, Joe, ça a tiens, été. Tu vas avoir ton beau verre, ta belle bière. Ouais, ta belle bière. Ça a été comme toute une aventure depuis l'année passée. Tu sais, t'as du monde dans le band, là, ça fait 20 ans là, qui n'avaient pas joué leur instrument. Là. Tu sais, on joue pas du country. Là. Tu sais, c'est comme. Quand ça fait 20 ans que t'as pas joué du death metal et t'es au drum, là, tu sais, la mise en shape qu'il faut que tu pognes pour refaire ça. Là. Fait que ça a été tout un travail de fou de remettre ça sur pied. Ouais, Puis tu sais, on est quand même. Tu sais, on a investi là, à 3, on a investi pas loin de 30 000 $ pour le retour de Nécrotique. 30 000. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais tu sais, Non, c'est les de l'argent, vinyles, les CD, les collants, les chandails, le site internet. De comptez-vous faire un nouvel album? Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on a déjà un paquet de matériel qu'on avait fait à l'époque, des chansons qui sont déjà finies, écrites, qu'on a sur cassette, ben là que j'ai numérisé, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était des cassettes, hein, je viens d'être là. Puis, fait qu'on a comme peut-être 14-15 tunes des deux époques de il y a eu plusieurs époques dans Nécrotique, mais de l'époque avec les membres fondateurs, puis de l'époque après ça avec Éric Jorin, Steve Poirier, puis René Lacharité. On a comme 14-15 tunes de matériel qui est fait, qui est pratiquement jamais sorti. Ok. Puis ça, je te dirais que pour moi, quand j'ai commencé à retravailler le projet, c'était un peu de remettre sur la map Nécrotique pour qu'on n'oublie pas ce band-là. Puis, tu sais, c'est vraiment niaiseux, tu sais, je pense pas que les gens l'oublient, mais, tu sais, des fois, tu avez fait des vieillis, beaux tu shows sais, aussi, oui, EV Montréal, on a fait, tu sais, Rouen-Noranda, Québec Death ça- Fest, ça- Rouen-Noranda, ça a dû, c'était, avec The Spice Icon, c'était complètement malade. Non, on est chanceux parce qu'on a fait des bons spectacles, on a fait La Guignolée l'année passée avec Barf, puis Insurrection, Cryptopsy, fait que ça, c'était... Mais c'est ça, c'était vraiment comme de tu sais, on a remasterisé la musique qu'on avait. T'sais, en fait, tout ce qu'on n'avait pas pu faire à l'époque, faute de moyens, on a voulu le refaire. Se faire, je voulais des posters, moi à l'époque, je pouvais pas. On en a fait refaire. Je voulais des vinyles à l'époque, on pouvait pas les faire faire. T'sais, moi, juste pour voir ma maudite pochette en vinyle, ça me dérangeait pas de payer comme 5000$. Tu sais, comme j'en veux, là, je le veux, là. Tu l'as. Je m'en fous, là. C'est le fun si on en vend, là, mais moi, je le veux, je veux Ah ça, ouais. tu sais. Puis les collants, puis les affaires, tu sais, fait que tout C'est ça, ton bébé en ça a même temps, été... fait que- Mais en fait, oui puis non, tu sais, je suis pas un des membres fondateurs, mais sauf que, tu sais, pour moi, je suis arrivé dans ce band-là, il était en 93, puis le band existe, il commence à exister en 91, tu sais, fait que je suis Ouais, c'est je suis ça. pas mal dans les débuts. On s'entend que puis- t'as fait la plus grosse partie. ben, j'ai fait une grosse partie. Ouais. Tu sais, J'ai fait une grosse partie, mais c'est ça. Tu sais, fait que ça a été de tout remettre ça sur pied, tu sais, puis remotiver les musiciens. Tu sais, les musiciens qui ont arrêté de jouer pendant 20 ans, tu vas dire, hey, on va faire un show, puis le premier, c'est l'EV Montréal. Hein, tu me niaises.
Non. Fait que recommence à... Tu sais, là, c'était le gros stress au départ, là, de... Je trouve que tu parles tout le temps de ton drummer. non, mais du bassman, là, ça fait... Non, mais tout le monde, le guitariste, tout le monde, ça a été comme... Ben voyons donc, esti, de repogner les tunes, de repogner le picking, tu sais, le guitariste, Yannick, c'était comme... Man, ça piquait en tabarnak, Nécrotique! Ben oui, non, c'est pas de la petite bière. Non. Tu sais que t'es dans le band depuis plus longtemps que je suis né, presque. Ouais. Merci, je suis vieux gaulliste! C'est ça qui arrive. Mais c'est ça. Ça a été beaucoup de travail, puis il y a ça qui s'en vient. On va probablement travailler ça, puis peut-être aussi du nouveau matériel, d'autres spectacles l'année prochaine. OK. Puis on va voir où est-ce que ça va aller, mais on n'est pas pressé. On n'est pas comme... Hey, là, ça fait 3 ans qu'on n'a rien sorti. C'est reparti. Là. C'est reparti jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans le sens que on sait pas. Puis j'aime le fait de ne pas le savoir. Okay. Comme j'aime le fait que, OK, on a des offres de show. Ça, c'est intéressant, on va le faire, ça. Puis qu'on ait un peu comme à la va comme je te pose. Pas si comme, hey, là, on a une carrière, puis là, c'est à chaque 2 ans, tu sors pas un album, le monde t'oublie. C'est comme, on peut relaxer puis prendre le temps de faire les choses. Puis pas se précipiter puis pas se garrocher. Fait que ça, j'aime ça. Bon, c'est parfait. Fait que surveillez ça, Necrotic Mutation. Ouais. Peut-être des tunes que vous avez pas entendues encore qui vont sortir. Ouais, 2020. 2020, ok. 2020. Il y a bien du stock en 2020. Il y a la chorale en 2020, Nécrotique en 2020. Il y a d'autres projets que là, je peux pas parler. Ok. Il y a bien des choses. Fait que surveillez la page de Sébastien. Ouais, non, surveillez donc, mais abonnez-vous à ma page Facebook, Sébastien Croteau. Pas à mon Instagram aussi. En terminant. C'est pas ça. C'est ça. Il est sur le bord de lâcher Instagram de toute façon. En terminant, avez-vous des découvertes locales de bands que vous aimeriez que le monde aille voir? Des amis que vous connaissez qui font des trucs? Moi, ça fait un bout que je les ai découverts, mais les Shirleys, ça, j'ai vraiment embarqué, en fait. Ouais. Puis, il y a un soir, je suis allé voir Massive Attack, puis je visitais le Turbo House parce que un show potentiel à cet endroit-là, qui sait, mais en tout cas, ce soir-là, il y avait les Shirleys qui jouaient, j'étais genre, marre, je serais vraiment... Ça, c'est une drummeuse, c'est toutes des filles. C'est toutes des filles, ouais, c'est puis ça. la drummeuse, elle a l'air super joyeuse quand elle joue. Et comme... Elle joue comme ça. Elles sont malades, ces C'est filles-là. ça, ouais, je les ai vues en show. Moi, je regardais la drummeuse, elle avait l'air trop heureuse d'être en vie, comme Allez de jouer du écouter, drum. allez écouter leur album. Allez sur Spotify, la tune Corbin Dallas, qui est Ouais. un hommage au film 5e élément, là, c'est malade. C'est vraiment... C'est un hit song, ce truc-là. C'est vraiment un bon band. C'est mon chum, Anthony Chagnard, Sean, qui a enregistré l'album. Pas vrai? Euh, non, mais moi, ça j'ai sonne été vraiment voir bien. ça, puis j'ai fait comme, wow! C'était un power trio, là. Tu sais, mais vraiment, là, totalement. Là. Ouais, ils sont vraiment bonnes. Moi, de mon bord, je dirais, tu sais, je veux pas, il y a tellement de bandes locales, mais il y en a un paquet qui sont connus. Peut-être un qui commence à être connu, mais qui l'était un peu moins, c'est le band à Jessica Dupré, Fall of Stasis. J'adore ça. Puis Jessica, je trouve c'est une machine, puis elle est jeune, puis plus ça va aller, plus que ça, elle torche déjà des culs, mais... C'est pour ça qu'elle est dans le cœur de Growlers. Exactement, aussi. Ouais, Ouais, c'est ça. Ça fait partie du cœur de Growler. Fait que j'ai allé voir ça pour ceux qui le connaissent pas. Tu veux? Ça me fait tousser ici. Fall of T'es mis, Stasis. t'es Fall of motivé. Stasis avec ma chère amie Jessica Dupré. Allez voir ça. Parfait, on va se tenir au courant de tout ça. Oui. Fait que pour le cœur de Growler, on attend des nouvelles là-dessus, un CD à venir. Ben, il nous reste... Il y a un élément genre de footage qui nous reste à diffuser, qui est un making-of qu'on a fait en studio en mars 2019. Ok. Fait que ça faisait partie du processus de création de The Day King, puis il y a quelqu'un qui est allé en studio, qui a fait des entrevues avec Jeff Mott, Laurent Bellemare de Basalt et Sutra, Roxana aussi, puis Michel Stanjowski qui est ex-Sanguinier Glacialis. Puis ça, il nous met qu'on mette les sous-titres là-dessus pour le monde anglophone. Ça va diffuser, là. Fait que d'ici quelques semaines, je pense. Ok. Puis sinon, il y a ben des choses qui s'en viennent, mais Ouais. je peux pas en parler tout de C'est suite. ça, un peu pas... Fait que tenez-vous au courant du cœur de Growlers, de Day King. Allez voir ça, allez liker la page. Allez voir ça sur YouTube. Ouais, Allez sur Metal YouTube, la Sucks. vidéo, c'est Ouais. vraiment écœurant. Je vous dis, allez voir ça, vous allez pogner de quoi, c'est sûr.
Sébastien, on peut toujours te rejoindre pour des cours, je pense, de... Ben, absolument. J'en ai pris un avec lui la Ouais, semaine dernière. ouais, Moi, je te dis tout de suite, ça m'intéresse, fait que je vais Exactement. Ouais, sûrement ben, absolument. te Mais- revenir là-dessus. Ce que je trouve le fun, c'est que je pense tout le temps comme que. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu fais le tour du monde, tu sais. Mais non, il y a tout le temps du nouveau monde qui vient, puis ça se parle. D'autres, c'est pour du chant de gorge, d'autres, c'est pour plus vraiment des voix métal et tout ça, d'avoir une routine. Mais j'ai recommencé depuis 1 an et demi, puis sincèrement, c'est presque à chaque fin de semaine où j'ai 2 personnes le samedi puis le dimanche. Fait que c'est surprenant, mais oui, effectivement, je donne toujours des cours chant de gorge, chant métal. Fait que si ça vous tente, ben vous m'écrivez sur Facebook. Mais oui, effectivement. C'est super abordable en plus. Oui, je suis très abordable. Je fais pas ça pour. Il fait pas ça pour l'argent, il fait ça par passion. Non, par passion et pour passer les connaissances. Puis on s'est au courant de Necrotic Mutation. Ouais, 2020, en 2020. Des affaires. Puis on te suit avec le cœur Le cœur. de Growlers. Effectivement. Puis regardez La Fabrique de Monstres aussi, il y a des choses qui s'en aussi. viennent. Allez voir pas mal. les jeux. C'est quoi le dernier jeu déjà qu'on a dit Shadow of tantôt? the Tomb Raider, Rainbow Six Outbreak, puis Far Cry, Mission Mars. Ok. Ça aussi, Fait que pouvez- si vous entendez des bruits de monstres, ben. Ouais, ça se peut que ce soit des petits Québécois qui aient fait ça. Ouais. Ça se peut. Fait que encouragez les Growlers du Québec. Cheers, Hey, Sébastien. merci beaucoup les boys d'être venus. Ça a Merci été beaucoup. vraiment intéressant. Puis Merci, j'avais merci hâte- à toi. j'avais vraiment hâte Merci de au vous recevoir, caméraman aussi, à Yes, notre ami mon qu'on fidèle voit pas, Joe. mais le fidèle compagnon. Merci qui beaucoup. est là Merci, chaque Joe. semaine. Merci à tout le monde. Cheers. On se revoit la Cheers. semaine prochaine avec 2 nouveaux invités toujours aussi passionnants les uns que les autres. Yeah! Merci, bonne semaine. Merci. Ciao.